Scrooge se réveilla en plein milieu d'un ronflement d'une force prodigieuse et s'assit dans son lit pour rassembler ses esprits. Pas besoin d'être prévenu qu'à nouveau l'horloge allait sonner 1 heure. Il sentit de lui-même qu'il était ramené à la vie consciente juste au bon moment, tout spécialement pour avoir un entretien avec le second messager qui lui serait dépêché par suite de l'intervention de Jacob Marley. Mais il constata que le froid le gagnait de bien désagréable façon, alors qu'il était là à se demander lequel de ses rideaux de lit ce nouveau spectre tirerait. Il les ouvrit donc toutes, lui-même. Puis se laissa retomber sur l'oreiller et se mit à surveiller de très près les abords de son lit. Il désirait affronter bravement l'esprit dès qu'il apparaîtrait et n'avait nulle envie de se laisser prendre par surprise, ni de perdre son sang-froid. Il y a des messieurs désinvoltes qui se piquent d'en avoir vu d'autres et d'être en général, quoi qu'il arrive, à la hauteur de la situation. Pour exprimer toute l'étendue de leurs capacités, ces aventuriers se déclarent prêts à tout, du jeu de pile ou face à l'homicide. Des extrêmes entre lesquels existe, à n'en pas douter, une gamme relativement large et variée de sujets. Sans oser aller aussi loin pour parler de Scrooge, je vous prierai tout de même volontiers de croire qu'il était prêt à voir arriver une belle quantité d'apparitions étranges et que rien, du bébé au rhinocéros, n'aurait vraiment réussi à l'étonner. Seulement voilà, il s'était préparé à affronter presque n'importe quoi, mais sûrement pas à ne rien affronter du tout. C'est pourquoi, quand la cloche vint à sonner 1 heure et qu'aucune forme ne lui apparut, il se mit à trembler de tous ses membres. 5 minutes, 10 minutes, 1/4 d'heure s'écroulèrent. Rien ne se montra. Pendant tout ce temps, Scrooge était resté allongé, le centre, le cœur même d'une tache de lumière rougeâtre qui s'était répandue sur le lit dès l'instant où l'horloge avait annoncé l'heure. Et comme ce n'était que de la lumière, la chose était plus alarmante qu'une quinzaine de fantômes réunis, étant donné que Scrooge n'était en mesure de comprendre ni ce qu'elle signifiait, ni ce qu'elle augurait. Il lui arrivait de craindre de constituer alors, sans avoir la consolation de le savoir, un cas intéressant de combustion spontanée. À la fin, cependant, il commença à croire, comme vous et moi l'aurions fait dès le départ, c'est toujours celui qui n'est pas dans une situation délicate qui sait comment il aurait fallu faire et qui l'aurait fait incontestablement. À la fin, disais-je donc, il commença à croire que la source et le secret de cette lumière fantastique pourraient bien se trouver dans la pièce attenante. C'était de là qu'elle semblait provenir, remarqua Scrooge lorsqu'il en suivait les rayons. Cette idée s'empara si complètement de son esprit qu'aussitôt il se leva, sans faire de bruit, et se glissa en pantoufles jusqu'à la porte. Au moment où Scrooge mettait la main sur le loquet, une voix inconnue l'appela par son nom et lui ordonna d'entrer. Il s'exécuta. C'était bien dans son salon, cela ne faisait aucun doute. Mais la pièce avait subi une étonnante transformation. Les murs et les plafonds étaient si bien tapissés de feuillages verdoyants qu'on se serait cru dans un vrai bosquet où, de toutes parts, étincelaient des baies cramoisies. Les feuilles, toutes fraîches de houx, de gui et de lierre, réfléchissaient la lumière comme des petits miroirs qu'on aurait éparpillés çà et là. Un feu magnifique montait en rugissant dans la cheminée. Ce triste foyer pétrifié n'en avait jamais connu de pareil, ni du temps de Scrooge ou de Marley, ni depuis bien des hivers. Entassés sur le plancher, pour former une sorte de trône, on voyait des dindes, des oies, du gibier, des volailles, du pâté de tête, d'énormes rôtis, des cochons de lait, de longs chapelets de saucisses, des tartelettes aux fruits confits, des plum puddings, des tonneaux d'huîtres, des châtaignes grillées toutes chaudes, des pommes aux joues vermeilles, des oranges juteuses, des poires succulentes, d'immenses gâteaux des rois et des bols d'un punch bouillant qui obscurcissait la pièce de sa délicieuse vapeur. Confortablement assis sur cette couche, un joyeux géant magnifique d'aspect
tenant à la main une torche enflammée qui n'était pas sans rappeler par sa forme une corne d'abondance. Il l'éleva bien haut afin de rependre la lumière sur Scrooge, lorsque ce dernier jeta un coup d'œil furtif depuis la porte. « Entre !» s'écria le fantôme. « Entre ! Viens faire plus ample connaissance avec moi, mon brave. » Scrooge s'avança craintivement et garda la tête basse devant cet esprit. Ce n'était plus le Scrooge obstiné d'autrefois. Bien que l'esprit eût le regard clair et plein de bonté, il n'avait guère envie de le rencontrer. « Je suis l'esprit du Noël présent, » dit le fantôme. « Regarde-moi dans les yeux. » Scrooge obéit avec respect. Cet esprit-là était vêtu d'une simple robe vert foncé, une sorte de cape bordée de fourrure blanche. Elle retombait si négligemment sur son corps que son large torse était nu, comme si cet esprit eût dédaigné de recourir à un quelconque artifice pour se cacher ou se protéger. Ses pieds, visibles sous les amples plis de cette robe, étaient nus pareillement, et sur sa tête, il portait pour tout couvre-chef une couronne de houx, sertie ici et là de glaçons brillants. Les longues boucles de sa chevelure brune flottaient librement. La même impression de liberté caractérisait son visage franc, ses yeux pétillants, sa main ouverte, sa voix enjouée, ses manières naturelles et son air joyeux. Un antique fourreau était suspendu à sa ceinture, mais il ne contenait pas d'épée et était rongé par la rouille. « Tu n'as jamais vu mon pareil » s'exclama l'esprit. « Non, jamais » répondit Scrooge. « Et tu n'as pas non plus fait route avec les plus jeunes membres de ma famille. Je veux dire, car je suis très jeune, mes frères aînés qui sont nés ces dernières années, » poursuiva l'apparition. « Je crois que non, » dit Scrooge. « J'ai bien peur que non. Esprit, avez-vous beaucoup de frères ?»« Plus de 1800, » dit le fantôme. « Voilà une famille terriblement nombreuse à entretenir, » murmura Scrooge. Le fantôme de Noël présent se leva. « Esprit, » dit Scrooge d'un ton soumis, « conduisez-moi là où bon vous semblera, mais je suis sorti la nuit dernière, contraint et forcé, et j'ai reçu une leçon qui commence à porter ses fruits. Cette nuit, si vous avez quelque chose à m'en prendre, je veux en faire mon profit. Touche ma robe !» Scrooge obéit et se cramponna à la robe du fantôme. Houx, gui, baies rouges, lierre, dinde, oie, gibier, volaille, pâté de tête, viande, cochon de lait, saucisses, huîtres, tartelettes, pudding, fruits et punch, tout disparut en un clin d'œil. Il arriva la même chose à la pièce, au feu, à la lumière rougeâtre et à l'heure tardive. Scrooge et le fantôme se retrouvèrent dans les rues de la ville le matin de Noël. En raison du froid vif, les gens y faisaient partout un genre de musique frustre mais animée et plutôt plaisante, en raclant la neige qui recouvrait le trottoir devant leur maison et en la faisant tomber du toit, à la joie délirante des gamins ravis de la voir ainsi tomber lourdement et s'éparpiller en petites tempêtes de neige. Les façades des maisons paraissaient bien noires, les fenêtres davantage encore, par contraste avec le manteau blanc qui recouvrait les toitures et avec la neige souillée qui était au sol. La couche supérieure en avait été labourée en profonds sillons par les roues pesantes des charrettes et des voitures. Ces sillons se croisaient, se recroisaient des centaines de fois aux principaux carrefours pour former, dans l'épaisse boue jaunâtre et l'eau à demi gelée, un labyrinthe inextricable de rigoles difficiles à suivre. Le ciel était sombre, les rues les plus courtes étaient bouchées par une brume sale entre glace et eau, dont les atomes les plus lourds s'abattaient en averses de suie, comme si toutes les cheminées de Grande-Bretagne avaient d'un commun accord pris feu et flambé à cœur joie. Il n'y avait rien de bien réjouissant dans ce climat ni dans cette ville, et pourtant il régnait partout une atmosphère d'allégresse que ce serait en vain efforcé de répandre l'été, l'air le plus pur et le soleil le plus brillant. En effet,
Les gens perchés sur les toits à déblayer la neige étaient joyeux et de bonne humeur. Ils se hélaient d'un parapet à l'autre et il leur arrivait d'échanger une boule de neige pour plaisanter. Projectile assurément plus inoffensif que bien des plaisanteries verbales si elles atteignaient sa cible. Ils riaient de bon cœur, et si elles venaient à le manquer, ils n'en riaient pas moins de bon cœur. Les boutiques des marchands de volailles n'étaient pas encore tout à fait fermées, celles des fruitiers rayonnaient de toute leur splendeur. Il y avait là de grands paniers ronds remplis de châtaignes, le ventre rebondi. Ils ressemblaient à des gilets de vieux messieurs, tout fins gastronomes, et s'étalaient à la porte quand ils ne débordaient pas jusque dans la rue, victimes de leur opulence apoplectique. Il y avait là encore des oignons d'Espagne rougeâtres, joues basanées et larges flancs, luisants d'embonpoint comme les moines du pays, lançant du haut de leurs étagères des œillades lascives aux jeunes filles qui jetaient au passage un coup d'œil modeste aux gui suspendus. Et puis, il y avait des poires et des pommes, amoncelées en superbes pyramides, des grappes de raisin que le marchand a eu la bonté d'âme de suspendre à des crochets bien en évidence, afin de faire venir gratuitement l'eau à la bouche des gens. Il y avait des monceaux d'avelines brunes moussues, dont le parfum évoquait les promenades d'antan et les bois et le plaisir d'enfoncer le pied jusqu'à la cheville dans les feuilles mortes. Et puis, il y avait des galettes de pommes du Norfolk, bien matelassées, dont le teint hâlé faisait ressortir le jaune des oranges et des citrons et qui, de toute la force dense de leurs juteuses personnes, priaient instamment, suppliaient de se faire emporter dans des sacs de papier et consommer après le dîner. Même les poissons d'or et d'argent, éclatants de couleurs qui étaient exposés dans un bocal au milieu de tous ces fruits de choix, paraissaient se rendre compte qu'il se passait quelque chose, ou eux, qui appartiennent à une race triste et au sang stagnant. Tout comme un seul poisson, ils tournaient en rond dans leur petit univers, la bouche ouverte, dans un état d'agitation lente et sans passion. Et les épiceries, donc. Oh, les épiceries. Sur le point de fermer avec peut-être 2 volets ou un seul, pas encore en place, mais que de choses à entrevoir par ces ouvertures. Ce n'était pas seulement le son joyeux des plateaux de balance qui retombaient sur le comptoir, ni le bruit de la ficelle qui se sépare vivement de sa bobine, ni le cliquetis des boîtes de fer blanc qui montaient et descendaient comme entre les mains d'un jongleur. Ce n'étaient pas seulement les arômes mêlés de thé et de café, si agréables à l'odorat, ni même les raisins secs si beaux et si abondants, les amandes d'une si éclatante blancheur, les bâtons de cannelle si longs et si droits, les autres épices si délicieuses, les fruits confits si bien glacés et tellement tachetés de sucre fondu que rien qu'à les voir, le passant le plus indifférent se sentait pris de faiblesse avant d'avoir mal au cœur. Et ce n'était pas non plus parce que les figues étaient moites et charnues, que les grosses prunes d'Agen rougissaient de modestie acidulée de se voir dans leurs boîtes richement décorées, ou enfin que tout était bon à manger et orné de sa parure de fête. C'était plutôt que les clients étaient tous si pressés, et si avides de connaître ce que cette journée leur avait promis de bon, qu'ils se bousculaient à la porte, heurtaient comme des fous leurs paniers d'osier, oubliaient leurs emplettes sur le comptoir, revenaient les chercher en courant et commettaient 1000 erreurs semblables de la meilleure humeur du monde. Pendant tout ce temps, l'épicier et ses garçons montraient tant de franchise et de vivacité que le cœur de métal poli qui fermait leur tablier dans leur dos aurait pu être le leur, porté au dehors, prêt à subir l'inspection générale et se laisser picorer par les choucas de Noël, si bons leur semblaient. Mais bientôt, les cloches appelèrent toutes ces bonnes gens à se rendre à l'église ou à la chapelle. Par bandes, ils envahirent les rues dans leurs plus beaux habits, arborant leur visage le plus gai. Au même moment, de quantité de rues latérales, de ruelles et de coins sans nom, on vit surgir d'innombrables personnes qui allaient faire cuire leur dîner chez le boulanger. La vue de ces pauvres gens charger leur festin parut beaucoup intéresser l'esprit, car il allait se poster sur le pas de porte d'une boulangerie, Scrooge à ses côtés. Après avoir soulevé au passage le couvercle des plats, avec sa torche il répandait un peu d'encens sur le dîner de ces gens. C'était en vérité une torche fort extraordinaire que la sienne. 1 ou 2 fois que des porteurs de dîner étaient échangés des paroles de colère pour s'être bousculés, l'esprit en fit tomber sur eux quelques gouttes, et aussitôt leur bonne humeur revint. C'était honteux, disait-il, de se quereller le jour de Noël. Rien de plus vrai, d'où Jésus. Rien de plus vrai. Peu à peu,
Les cloches se turent, les boulangeries fermèrent. Mais il y avait comme un avant-goût réjouissant de tous ces dîners et de leur cuisson en cours dans le rond de neige fondu au-dessus du four de chaque boulangerie. Et leurs trottoirs fumaient comme si les pavés aussi étaient en train de cuire. « Y a-t-il donc une saveur spéciale dans ce qui tombe de vos torches ?» demanda Scrooge. « Oui, la mienne. »« Est-ce que votre torche marcherait sur n'importe quel type de dîner aujourd'hui ?» demanda Scrooge. « Oui, pourvu qu'il soit offert de bon cœur, mais surtout sur un dîner de pauvres. »« Ah, pourquoi cela ?»« Parce que c'est celui qui en a le plus besoin. »« Esprit !» dit Scrooge, après un temps de réflexion. « Je m'étonne alors que ce soit vous, de tous les êtres peuplant les nombreux mondes qui nous entourent, qui souhaitiez faire perdre à ces pauvres gens l'occasion de prendre un plaisir innocent. »« Moi ?» s'écria l'esprit. « Vous voudriez les priver du moyen de dîner le 7e jour de la semaine, et cela alors que c'est seulement le seul jour où l'on puisse dire qu'ils dînent, » continua Scrooge. « N'est-ce pas vrai ?»« Moi ?» s'écria l'esprit. « C'est bien vous qui cherchez à faire fermer ces fours le jour du Seigneur, » dit Scrooge. « Cela revient au même. »« Moi ? Aller faire cela ?» s'exclama l'esprit. « Pardonnez-moi si je fais erreur. On l'a fait en votre nom, ou du moins en celui de votre famille, » dit Scrooge. « Sur cette terre qui est la tienne, » répliqua l'esprit, « il y a des hommes qui ont la prétention de nous connaître et qui se servent de notre nom pour accomplir leurs actes de passion, d'orgueil, de méchanceté, de haine, d'envie, de bigoterie et d'égoïsme. Ces hommes-là nous sont aussi étrangers, à nous et à toute notre famille, que s'ils n'avaient jamais vu le jour. Souviens-toi bien de cela, et une autre fois, rends-les responsables de leur action, pas nous. » Scrooge lui en fit la promesse. Ils continuèrent alors leur route, toujours invisibles, et entrèrent dans les faubourgs de la ville. Le fantôme avait une faculté remarquable, que Scrooge avait observée chez le boulanger, qui était de pouvoir, tout géant qu'il était, s'adapter facilement à n'importe quel endroit. Sous un toit peu élevé, il conservait la même grâce, la même prestance d'être surnaturel qu'il aurait pu tout aussi bien avoir dans n'importe quelle salle majestueuse. Était-ce peut-être le plaisir qu'éprouvait ce bon esprit à exhiber le pouvoir qui était le sien, ou bien encore son naturel bienveillant, généreux, cordial, et sa compassion pour tous les pauvres, qui le conduisait tout droit chez le commis de Scrooge? Toujours est-il que c'est là qu'il se rendit, entraînant avec lui Scrooge toujours cramponné à sa robe. Sur le seuil de la porte, l'esprit sourit et s'arrêta pour bénir la demeure de Bob Cratchit, en l'aspergeant de sa torche. Vous vous rendez compte ? Bob n'avait lui-même que 15 bobs par semaine. Il n'empochait tous les samedis que 15 exemplaires de son nom de baptême, et pourtant, le fantôme de Noël présent n'en bénissait pas moins les 4 pièces qui composaient toute sa maison. Alors, on vit se lever Madame Cratchit, l'épouse de Cratchit, sous son 31, dans une simple robe 2 fois retournée, mais en revanche toute parée de rubans qui font un bel effet pour la bagatelle de 4 sous. Elle mit le couvert avec l'aide de Belinda Cratchit, la seconde de ses filles, tout aussi enrubannée que sa mère. Pendant ce temps, le jeune Peter Cratchit plongeait une fourchette dans la casserole remplie de pommes de terre, tout en se mettant dans la bouche les pointes de son monstrueux col de chemise, propriété personnelle de Bob. C'était en l'honneur de Noël à son fils et héritier. Tout heureux de se voir si élégant et brûlant d'aller montrer ses atours dans les parcs à la mode. Et voici que 2 autres petits Cratchit, garçons et filles, se précipitèrent dans la pièce en hurlant que, devant la boulangerie, ils venaient de sentir l'oie qui cuisait et que c'était la leur,
il l'avait bien reconnu. Il se délectait d'avance en songeant avec volupté à la farce d'oignons et de sauge, ces petits Cratchit, et ils se mirent à danser de joie autour de la table et à porter au nu le jeune Peter Cratchit, lequel, sans façon, malgré son col de chemise qu'il étouffait à moitié, attisa le feu tant et si bien que les pommes de terre trop lentes se décidèrent enfin à bouillonner et vinrent frapper bruyamment au couvercle de la casserole afin de se faire délivrer et peler. « Qu'est-ce qui peut bien donc retenir votre coquin de père » dit madame Cratchit. « Et petit Tim, votre frère, et Martha, qui est déjà là depuis une demi-heure au Noël dernier. »« Mère, elle est là, Martha, » dit une jeune fille qui entra juste à ce moment-là. « Mère, elle est là, Martha, » répétèrent les deux petits Cratchit. « Hurrah, si tu voyais la belle loi, Martha !»« Eh bien, que le bon Dieu te bénisse, ma chérie, comme tu es en retard, » dit madame Cratchit, en l'embrassant une bonne dizaine de fois et en la débarrassant de son châle et de son chapeau avec un empressement ostensible. « C'est qu'il y en avait du travail à terminer hier soir, » répondit la jeune fille. « Et ce matin, il a fallu tout ranger. »« Bon, n'y pensons plus. Du moment que t'es là, » dit madame Cratchit. « Viens donc t'asseoir devant le feu, ma chérie, et réchauffe-toi un bon coup, pour l'amour de Dieu. »« Non, non, voici papa qui arrive !» crièrent les deux petits Cratchit qu'on voyait partout à la fois. « Cache-toi, Martha, cache-toi !» Martha se cacha donc, et leur père, le petit Bob, fit son entrée avec au moins 3 pieds de cache-nez, et je ne compte pas la frange, qui pendait devant lui, ses habits usés jusqu'à la corde, raccommodés et brossés pour leur donner un air de fête, et petit Tim, juché sur ses épaules. Pauvre petit Tim, hélas, il tenait une béquille en bois à la main, et avait la jambe soutenue par une armature en fer. « Eh bien, où est notre Martha ?» s'écria Bob Cratchit, en regardant autour de lui. « Elle ne vient pas, » répondit madame Cratchit. « Elle ne vient pas ?» dit Bob, qui perdit en un clin d'œil sa bonne humeur, alors qu'il venait de servir de pur sang à petit Tim pour le ramener de l'église et rentrer à la maison au comble de la joie. « Elle ne vient pas pour le jour de Noël ?» Martha ne put supporter de le voir si déçu, même si c'était pour rire. Aussi, n'attendit-elle pas plus longtemps pour sortir de sa cachette derrière la porte du placard. Elle courut se jeter dans ses bras, tandis que les deux petits Cratchit s'emparèrent de petit Tim pour le porter dans la buanderie et lui faire entendre le pudding chanter dans le chaudron. « Et est-ce que petit Tim a été sage ?» demanda madame Cratchit après avoir taquiné son mari crédule, et maintenant qu'il avait serré sa fille dans ses bras tout à son aise. « Oh, sage comme une image, » dit Bob. « Plus sage même. » D'une certaine façon, à force de rester si longtemps assis tout seul, il se met à réfléchir et il lui passe des idées les plus bizarres par la tête. Il me disait, en revenant, qu'il espérait bien que les gens l'avaient remarqué à l'église parce qu'il est infirme et que, pour eux, ce serait peut-être agréable, le jour de Noël, de se rappeler qui a fait marcher les mendiants paralysés et a rendu la vue aux aveugles. En leur racontant ces choses, Bob avait la voix qui tremblait. Elle trembla davantage encore quand il ajouta que petit Tim devenait chaque jour plus fort et vigoureux. On entendit la petite béquille s'activer sur le plancher et, avant qu'on ait pu ajouter un seul mot, petit Tim était rentré dans la pièce et allait s'installer sur son tabouret devant le feu, escorté de son frère et de sa sœur. Alors Bob se retroussa les manches, comme si, pauvre malheureux, il y avait encore moyen de les abîmer davantage. Avec du gin et des citrons, il composa dans une cruche un mélange chaud qu'il tournait à bon bout de temps avant de le mettre à mijoter sur la grille, tandis que le jeune Peter et les deux petits Cratchit, qui avaient le don d'ubiquité, allaient chercher l'oie qu'ils s'empressèrent de rapporter en profession triomphale. À entendre le tumulte provoqué par cette apparition, on aurait pu croire que l'oie est le plus rare de tous les volatiles, un phénomène emplumé en comparaison duquel le cygne noir est tout ce qu'il y a de plus banal. Et en vérité, c'est à peu près le cas dans cette demeure. Madame Cratchit fit chauffer la sauce, préparée d'avance dans une petite casserole, qui se mit à grésiller. Le jeune Peter écrasa les pommes de terre avec une vigueur incroyable. Mademoiselle Belinda sucra la compote de pommes, Martha essuya les assiettes chaudes, Bob installa petit Tim à côté de lui sur un tout petit coin de table. Les deux petits Cratchit placèrent les chaises pour tout le monde, sans s'oublier, puis allèrent se mettre en faction à leur poste,
une cuillère enfoncée dans la bouche pour s'empêcher de réclamer de l'oie à grands cris avant leur tour. Enfin, les plats arrivèrent sur la table et l'on dit les grâces. Il y eut un temps de silence haletant lorsque Madame Cratchit promena lentement son regard le long du couteau à découper, prêt à le plonger dans la poitrine de la bête. Mais quand elle passa à l'action et que la farce tant attendue jaillit de l'entaille, un murmure général de joie éclata à table. Et petit Tim lui-même, que les deux petits Cratchit énervés, tambourina sur la table avec la manche de son couteau en criant d'une voix faible « Hurrah !» On n'avait jamais vu pareille oie. Bob déclara qu'à son avis, jamais encore on n'avait fait cuire pareille oie. Sa chair tendre et savoureuse, sa taille en débit de son prix modique, tout cela fut l'objet de l'admiration universelle. Accompagnée de compote de pommes et de purée de pommes de terre, cette oie constituait un dîner suffisant pour toute la famille. En vérité, comme le fit remarquer Madame Cratchit, vraiment ravie, en contemplant un petit atome d'os dans le plat, on n'avait pas réussi à tout manger, en fin de compte. Et pourtant, tout le monde en avait eu assez. Les deux petits derniers en particulier étaient barbouillés de sauge et d'oignons jusqu'aux yeux. Mais lorsque Mademoiselle Belinda changea les assiettes, Madame Cratchit quitta la pièce seule, trop émue pour supporter la présence de témoins, afin de sortir le pudding et de l'apporter à table. Et s'il n'était pas assez cuit? Et s'il allait se briser au démoulage? Et si quelqu'un avait escaladé le mur de l'arrière-cour pour le voler pendant qu'on se régalait de l'oie? Supposition qui fit blêmir les deux petits Cratchit. Et on se mit à supposer toutes sortes d'horreurs. Ah, mais quelle quantité de vapeur! Le pudding était sorti du chaudron, et ça sentait comme un jour de lessive. C'était à cause du linge qui l'enveloppait. Ça sentait comme dans un restaurant voisin d'une pâtisserie, elle-même voisine d'une blanchisserie. C'était le pudding. 30 secondes plus tard, Madame Cratchit faisait son entrée, toute rouge, mais un fier sourire aux lèvres, et elle apportait le pudding, semblable à un boulet de canon tacheté, si dur et si ferme, qui flambait dans la moitié d'une demi-pinte de cognac et qu'on avait paré d'une branche de houx de Noël piquée à son sommet. Ah, le merveilleux pudding! Bob Cratchit décréta, et en prenant un ton posé avec ça, qu'il le considérait comme le plus réussi des chefs-d'œuvre de Madame Cratchit depuis leur mariage. Laquelle répondit que, maintenant qu'elle était soulagée de ce poids énorme, elle pouvait bien avouer avoir eu quelques doutes sur la quantité de farine. Chacun plaça son mot, mais personne ne s'avisa de dire ou de penser que c'était un bien petit pudding pour une si grande famille. Si c'était une pure hérésie. N'importe lequel des Cratchit aurait rougi de honte d'insinuer pareille chose. Enfin, le dîner s'acheva. On enleva la nappe, on donna un coup de balai devant la cheminée et on raviva le feu. Une fois la mixture dans la cruche goûtée et jugée parfaite, on mit des oranges et des pommes sur la table et une pelletée de châtaignes sous la cendre. Toute la famille Cratchit s'installa alors autour du feu pour former ce que Bob Cratchit appelait un cercle, voulant dire par là un demi-cercle. À portée de main, il avait tous les verres que possédait la famille, à savoir 2 timbales et une coupe pour la crème dont l'anse était cassée. Ces récipients firent néanmoins aussi bien l'affaire que des gobelets en or pour recevoir la boisson chaude de la cruche. Bob fit le service d'un air rayonnant, tandis que les châtaignes crépitaient et se fendaient avec fracas sous la cendre. Alors Bob proposa ce toast. « Joyeux Noël à nous tous, mes chéris, que Dieu nous bénisse. » La famille tout entière fit écho. « Que Dieu bénisse chacun de nous, » dit petit Tim, le dernier à parler. Il était assis tout contre son père sur son petit tabouret. Bob tenait sa petite main flétrie dans la sienne, comme si son amour pour cet enfant lui donnait envie de le garder à ses côtés, lui faisant craindre de se le faire ravir. « Esprit !» dit Scrooge avec un intérêt qu'il n'avait jamais éprouvé auparavant. « Dites-moi,
si petit Tim vivra. Je vois une place libre au coin de cette pauvre cheminée, répondit le fantôme, et une béquille sans propriétaire qu'on conserve précieusement. Si l'avenir ne change rien à ces ombres, cet enfant mourra. Non, non, dit Scrooge. Oh, oh non, mon Dieu, esprit, dites qu'il sera épargné. Si l'avenir ne change rien à ces ombres, reprit le fantôme, aucun autre de ma race ne le trouvera ici. Et alors, s'il faut qu'il meure, qu'il se décide, et cela fera baisser l'excédent de population. En entendant l'esprit citer ses propres paroles, Scrooge baissa la tête, accablé de douleur et de remords. « Homme, dit le fantôme, si toutefois tu as un cœur d'homme et non de pierre, renonce à cet odieux jargon hypocrite, tant que tu n'auras pas découvert en quoi consiste cet excédent et où il se trouve. Comptes-tu donc décider quel homme doit vivre et lesquels doivent mourir? Il se peut qu'aux yeux du ciel, tu vailles moins et sois moins digne de vivre que des millions d'êtres semblables à l'enfant de ce pauvre homme. Ô mon Dieu, devoir entendre l'insecte sur la feuille décréter qu'il y a trop de vivants parmi ses frères affamés dans la poussière. Tout tremblant, Scrooge subit la réprimande de l'esprit, l'échine courbée, les yeux baissés. Mais il s'empressa de les relever en entendant prononcer son nom. « À monsieur Scrooge !» disait Bob. « Je suggère de trinquer à la santé de monsieur Scrooge, père de la fête. » « Père de la fête ? Tu parles !» s'écria madame Cratchit, en rougissant. « Je voudrais bien le tenir, il aura droit à sa fête lui aussi. Je lui dirai ce que je pense en espérant qu'il a assez d'appétit pour l'apprécier. »« Ma chérie, » protesta Bob. « Les enfants, et le jour de Noël. »« Il faut en effet qu'on soit le jour de Noël, continua-t-elle, pour boire à la sauté d'un homme aussi odieux, pingre, dur et insensible que M. Scrooge. Tu sais bien qu'il est tout cela, Robert. Personne ne le sait mieux que toi, mon pauvre. »« Ma chérie, » dit Bob avec douceur, « le jour de Noël. Je boirai donc à sa santé pour te faire plaisir et parce que c'est Noël, dit madame Cratchit, mais pas en l'honneur de cet homme-là. Je lui souhaite longue vie, joyeux Noël et heureuse année. Très joyeux et très heureux. C'est ce qu'il va être, je n'en doute pas. » Et les enfants portèrent le toast à la suite de leur mère. C'était la première fois qu'ils faisaient quelque chose sans enthousiasme ce jour-là. Petit Tim leva son verre en dernier, mais tout cela ne valait pas 2 sous pour lui. Scrooge était l'ogre de la famille. La seule mention de son nom avait jeté sur la petite fête une ombre qui mit 5 bonnes minutes à se dissiper. Mais une fois que ce fut le cas, tous furent 10 fois plus joyeux qu'auparavant, tellement ils étaient soulagés d'en avoir fini avec Scrooge le maléfique. Bob Cratchit leur raconta qu'il avait une place en vue pour le jeune Peter et qu'elle lui rapporterait, s'il l'obtenait, ses 5 shillings 6 pence par semaine. Les 2 petits Cratchit rirent comme des fous en pensant que Peter allait entrer dans les affaires. Quant à l'intéressé, il contempla le feu d'un air pensif entre les pointes de son col, comme s'il réfléchissait déjà au genre de placement qu'il honorerait de son choix, lorsqu'il rentrerait en possession de ce revenu ahurissant. Martha, pauvre petite apprentie chez d'une modiste, parla alors du genre d'ouvrage qu'on lui assignait, du nombre d'heures de travail qu'elle faisait sans arrêt et de son intention de rester fort tard au lit le lendemain matin et de bien se reposer car c'était jour de congé, qu'elle allait passer à la maison.
Elle ajouta qu'elle avait vu, quelques jours auparavant, une comtesse et un lord, et que ce dernier faisait à peu près la taille de Peter. Ce sur quoi Peter remonta tellement les pointes de son col de chemise que, si vous aviez été là, vous n'auriez pu voir sa tête. Pendant tout ce temps, la cruche et les châtaignes circulaient à la ronde. Après quoi, petit Tim leur chanta quelque chose, une chanson qui parlait d'un enfant égaré dans la neige. Il avait une petite voix plaintive et il chanta vraiment très bien. Il n'y avait rien de très distingué dans tout ceci. Ce n'était pas une belle famille, ils n'étaient pas bien habillés. Leurs souliers étaient loin d'être imperméables, leur garde-robe était limitée. Et Peter savait peut-être à coup sûr même à quoi ressemblait une boutique de prêteurs sur gage à l'intérieur. Mais ils étaient heureux, reconnaissants, contents les uns des autres et trouvaient satisfaction dans le moment présent. Lorsque leur image commença à s'estomper et qu'ils eurent l'air plus heureux encore à la lueur des étincelles brillantes dont les aspergea l'esprit en partant, Scrooge garda jusqu'au dernier instant les yeux fixés sur eux, et sur petit Tim en particulier. Cependant, la nuit tombait, et il neigeait assez fort, et tandis que Scrooge allait par les rues avec l'esprit, les feux qui ronflaient dans les cuisines, les salons et partout avaient un merveilleux éclat. Ici, à la clarté de la flamme vacillante, on voyait les préparatifs d'un bon petit dîner de famille, avec les assiettes qui chauffaient et réchauffaient devant le feu, et les rideaux rouges foncés qu'on allait bientôt tirer pour s'isoler du froid et de l'obscurité de la rue. Là, tous les enfants de la maison se précipitaient dehors dans la neige pour courir à la rencontre de leurs sœurs mariées, de leurs frères, cousins, oncles et tantes, pour être les premiers à leur souhaiter un bon Noël. Et puis, ici encore, les ombres des convives assemblés se dessinaient sur les stores. Et là, un groupe de belles jeunes filles encapuchonnées, chaussées de bottines fourrées, causaient tout à la fois en se rendant d'un pied léger chez quelques voisins. Malheur alors aux célibataires, petites ensorceleuses pleines de ruses, comme elles le savaient, qui les y verraient pénétrer, les joues rosies par la promenade. À en juger par le nombre de ceux qui se rendaient à d'amicales réunions, on aurait pu croire d'ailleurs qu'il n'y aurait plus personne à la maison pour les accueillir à leur arrivée. C'était l'inverse pourtant. Partout, l'on attendait de la compagnie et l'on empilait le charbon jusqu'à mi-hauteur dans la cheminée. Que Dieu soit béni, comme le fantôme exultait, comme il dénudait sa large poitrine et montrait sa vaste paume, et comme il allait flottant au-dessus de cette foule, répandant d'une main généreuse sa joie vive et innocente sur tout ce qui se trouvait à sa portée. Jusqu'à l'allumeur de réverbères, tout habillés déjà en prévision de la soirée qu'ils passeraient quelque part, qui courait devant eux en ponctuant la rue sombre de points lumineux. Il se mit à rire tout haut lorsque l'esprit passa près de lui. Il était loin de se douter, l'allumeur de réverbères, qu'il n'avait d'autre compagnon que Noël en personne. Mais voici tout d'un coup, sans que le fantôme eût dit un seul mot d'avertissement, ils se retrouvèrent sur une lande lugubre et déserte, parsemée de monstrueuses masses de pierres brunes, comme dans un cimetière de géants. L'eau s'y répandait partout où elle voulait. Du moins, c'est ce qu'elle aurait fait si le gel ne l'avait retenue prisonnière. En ce lieu, rien ne poussait que la mousse, les ajoncs et une herbe drue et grossière. Le soleil couchant avait laissé à l'ouest une traînée de rouge ardent qui, un instant, lança sur ce paysage désolé un regard menaçant, semblable à un œil maussade. Elle se renfrogna et se mit à tomber plus bas, toujours plus bas, avant de se perdre enfin dans les épaisses ténèbres de la nuit profonde. « Mais quel est cet endroit ?» demanda Scrooge. « Un endroit où vivent les mineurs qui travaillent dans les entrailles de la terre, » répondit l'esprit. « Mais ils me connaissent. Regarde !» Une lumière brillait à la fenêtre d'une cabane. Ils se dirigèrent d'un pas vif de ce côté. Passant à travers le mur de pierre et de boue, ils trouvèrent une joyeuse compagnie assemblée autour d'un feu splendide, un homme vieux, très vieux, et une femme avec leurs enfants. Les enfants et leurs enfants, et une autre génération encore, tous gaiement vêtus de leurs habits de fête. D'une voix qui couvrait rarement les hurlements du vent dans les landes stériles, le vieil homme leur chantait un Noël,
un chant déjà fort ancien lorsqu'il n'était lui-même qu'un jeune garçon. De temps en temps, ils reprenaient tous le refrain en chœur. Chaque fois qu'il se mettait à chanter, le vieil homme retrouvait sa voix et son entrain, mais chaque fois qu'il se taisait, sa vigueur retombait. L'esprit ne s'attarda pas en ce lieu. Il ordonna à Scrooge de bien tenir sa robe et, survolant la lande, se dirigea rapidement. Vers où? Pas vers la mer. Mais si, vers la mer. Horrifié, Scrooge vit en se retournant bien loin derrière eux un effroyable alignement de rochers qui marquait la fin de la terre. Il eut les oreilles assourdies par le tonnerre de l'eau qui roulait, mugissait, faisait rage au fin des épouvantables grottes qu'il avait creusées et qui s'efforçaient furieusement de miner la terre. Bâti à un lieues environ du rivage, sur un lugubre récif à fleur d'eau que tourmentaient et battaient les eaux tout au long de l'infernale année, un phare se dressait dans toute sa solitude. D'épaisses couches d'algues se cramponnaient à la base, et les pétrels des tempêtes, engendrées, peut-on supposer, par les vents comme les algues par l'eau, volaient tout autour en montant et en descendant comme les vagues qu'ils effleuraient de l'aile. Même en ce lieu, pourtant, 2 gardiens de phare avaient allumé un feu. Par la meurtrière pratiquée dans l'épaisse muraille, ils jetaient un rayon de clarté sur l'épouvantable mer. Ils joignirent leurs mains calleuses par-dessus la table grossière à laquelle ils étaient assis et se souhaitèrent un joyeux Noël, le nez dans leur peau de grog. L'un d'eux, le plus âgé, qui plus est, celui dont le visage était tout racorni et couturé par les intempéries comme la figure de proue d'un vieux bâtiment, entonna avec énergie un chant qui valait bien un grand vent à lui tout seul. De nouveau le fantôme pressé s'envola au-dessus de la mer sombre et houleuse, plus loin, toujours plus loin, avant de se poser enfin sur un vaisseau loin de tout rivage, apprit-il à Scrooge. Ils se placèrent tour à tour près du timonier à la barre, près de la vigie à l'avant, près des officiers de quart rendant visite à ces sombres silhouettes fantastiques à leurs différents postes. Mais chacun de ces hommes fredonnait un chant de Noël ou pensait à Noël ou encore, à voix basse, parlait à son compagnon de quelque Noël passé et de l'envie de rentrer chez soi qu'il en éprouvait. Ce jour-là, chaque homme à bord, éveillé ou endormi, bon ou méchant, avait eu une parole plus bienveillante pour un compagnon qu'aucun autre jour de l'année. Chaque homme avait pris une part plus ou moins grande aux célébrations de Noël, s'était souvenu de ceux qu'il chérissait de loin, fort de la certitude qu'eux aussi aimaient à se souvenir de lui. Quelle ne fut la surprise de Scrooge, tandis qu'il prêtait l'oreille au gémissement plaintif du vent et qu'il trouvait bien solennel de voyager ainsi dans les ténèbres vides, au-dessus d'abîmes inconnus, dans les profondeurs esselées des secrets aussi impénétrables que la mort. Quelle ne fut la surprise de Scrooge, ainsi occupé donc, d'entendre quelqu'un rire de bon cœur. Mais quelle ne fut d'autant plus sa surprise de reconnaître qu'il s'agissait de son neveu, et de se retrouver dans une pièce claire, bien sèche et toute illuminée, avec l'esprit qui souriait à ses côtés tout en observant le dit neveu d'un air d'approbation bienveillante. Faisait le neveu de Scrooge. Si par un hasard plus qu'improbable, vous connaissiez un homme plus doué pour rire que le neveu de Scrooge, tout ce que je puis dire, c'est que j'aimerais le connaître moi-même. Présentez-le-moi, et je cultiverai sa société. Par un juste, équitable et noble phénomène de compensation, il se trouve que si la maladie et le chagrin sont contagieux, il n'y a rien au monde qui le soit de façon aussi irrépressible que le rire et la bonne humeur. Lorsque le neveu de Scrooge se mit à rire de la sorte, en se tenant les côtes, en roulant la tête et en faisant faire à son visage les contorsions les plus fantasques, la nièce par alliance de Scrooge se mit à rire d'aussi bon cœur que lui. Quant aux amis réunis chez eux, ils ne furent pas en reste le moins du monde et commencèrent à rire à gorge déployée. Je vous assure, s'écria le neveu de Scrooge. Il m'a dit que Noël n'était que des sornettes, et il pensait ce qu'il disait en plus. Alors, c'est encore plus honteux de sa part, Fred. Ah, les femmes, elles ne font jamais les choses à moitié. Il faut toujours qu'elles prennent tout au sérieux. Elle était très jolie, excessivement jolie même. Le visage charmant avec ses fossettes et son petit air étonné, les petites lèvres vermeilles qui semblaient faites pour être baisées, ce qui était sans nul doute le cas.
Sur le menton, quantité de gentils petits creux qui se fondaient les uns dans les autres lorsqu'elle riait, et les yeux les plus débordants de soleil que vous ayez jamais vus chez une petite. En un mot, elle était ce que vous auriez appelé provocante, voyez-vous. Mais attention, tout en donnant satisfaction. Oh, entière satisfaction. C'est vrai que c'est un drôle de vieux bonhomme, dit le neveu de Scrooge. Et puis, il pourrait être plus aimable. Mais ses mauvaises actions portent en elles leur propre châtiment, et je n'ai rien à dire contre lui. Je suis sûr qu'il est très riche, Fred, insinua la nièce de Scrooge. Du moins, c'est ce qu'à moi tu as toujours dit. Et alors, ma chérie, répondit son mari, sa fortune ne lui sert strictement à rien. Il ne s'en sert pas pour faire le bien autour de lui, il ne s'en sert pas pour son confort personnel, et il n'a pas la satisfaction de se dire que c'est nous qu'il va en profiter. Il m'exaspère, fit remarquer la nièce de Scrooge. Les sœurs de la nièce de Scrooge et tous les invités exprimèrent la même opinion. Pas moi, dit le neveu de Scrooge. Il est à plaindre, à mon avis, et avec la meilleure volonté du monde, je ne pourrais pas lui en vouloir. Qui souffre de s'aimer sans caprice? Lui seul, toujours. Regardez, il s'est mis en tête de ne pas nous aimer et il refuse de venir dîner avec nous. Conséquence? Il ne perd pas grand-chose, en fait. Eh bien, moi je trouve qu'il perd un très bon dîner, interrompit la nièce de Scrooge. Tout le monde en dit autant et il faut bien reconnaître qu'ils étaient juges compétents en la matière, puisqu'ils venaient de dîner, le dessert était encore sur la table et ils se pressaient autour du feu à la lueur de la lampe. Ma foi, je suis bien content de l'apprendre, reprit le neveu de Scrooge, parce que je n'ai pas grande confiance dans ces jeunes maîtresses de maison. Et toi, Topper, qu'en dis-tu? Topper, de toute évidence, avait des vues sur l'une des sœurs de la nièce de Scrooge, car il répondit qu'un célibataire était un misérable proscrit qui n'avait pas le droit à la parole sur la question. Ce sur quoi la sœur de la nièce de Scrooge, la petite femme rondelette à la guimpe de dentelle, passelle avec la rose, piqua un phare. « Mais continue donc, Fred, dit la nièce de Scrooge en frappant des mains. Il n'achève jamais ce qu'il commence à dire. En voilà un de ridicule. » Le neveu de Scrooge eut un autre accès d'hilarité, et comme il était impossible de se préserver de la contagion, même si la petite sœur rondelette essayait de faire de son mieux au moyen de vinaigre aromatique, tout le monde, sans exception, suivit son exemple. « J'allais dire, déclara le neveu de Scrooge, qu'à nous prendre en grippe et à refuser de venir s'amuser avec nous, à mon avis, il perd l'occasion de passer d'agréables instants qui ne lui feraient pas de tort. À coup sûr, qu'il soit dans son vieux bureau tout moisi ou dans son logement poussiéreux, il se prive de compagnons plus agréables que ceux qui habitent ses pensées. Je compte bien lui offrir chaque année la même occasion de changer d'avis, que cela lui plaise ou non, car il me fait pitié. Libre à lui de se moquer de Noël jusqu'à sa mort, mais je le mets au défi de ne pas en avoir meilleure opinion malgré lui, lorsqu'il me verra arriver tous les ans, sans exception, de bonne humeur, pour lui dire « Oncle Scrooge, comment allez-vous » Si cela lui donne seulement l'idée de laisser 50 livres à son pauvre commis, ce sera déjà quelque chose. J'ai bien l'impression que j'ai réussi à l'ébranler hier. Ce fut à leur tour de rire, à l'idée qu'il soit capable de cet exploit. Mais comme il avait fort bon caractère et que peu lui importait de quoi riaient les autres du moment qu'il riait, il les encouragea à continuer, ainsi en faisant joyeusement circuler la bouteille. Après le thé, on fit un peu de musique, car c'était une famille de musiciens qui connaissaient bien leurs affaires. Je vous prie de bien croire, question polyphénie ou canon, Topper, surtout qui était capable comme personne de faire gronder sa voix de basse sans jamais laisser enfler les grosses veines de son front ni devenir rouge comme une écrevisse. La nièce de Scrooge jouait fort bien de la harpe. Entre autres morceaux, elle jouait un petit air tout simple, un rien, vous pouviez apprendre à le siffler en 2 minutes. Or, cet air était bien connu de la petite fille qui allait autrefois chercher Scrooge à sa pension, ainsi que le lui avait rappelé le fantôme des Noëls passés. Lorsque Scrooge entendit cette mélodie, tout ce que le fantôme lui avait montré lui revint à l'esprit. De plus en plus attendri, il songea que si, autrefois, il avait pu l'écouter souvent, il aurait peut-être cultivé les douceurs de la vie de ses propres mains, sans se servir de la bêche du fossoyeur qui avait enterré Jacob Marley. Mais on ne consacra pas la soirée tout entière à la musique. Au bout d'un certain temps, on joua au gage. Il était bon parfois de retomber en enfance, et la fête de Noël, qu'inspirait dans toute sa puissance un Dieu enfant, est l'occasion idéale. Non, attendez,
D'abord, on fit une partie de Colin-Maillard. Voilà, forcément. Et je refuse de croire que Topper n'y voyait rien avec son bandeau, pas plus qu'on ne me fera croire qu'il avait des yeux dans ses 2 bottes. À mon avis, il s'était entendu avec le neveu de Scrooge, et l'esprit du Noël présent était au courant. La façon dont il poursuivait la sœur Rondelette à la guimpe de dentelle était une véritable insulte à la crédulité humaine. Il renversait la garniture de foyer, roulait par-dessus les chaises, se cognait contre le piano, s'étouffait dans les rideaux partout où elle allait, il allait. Il savait toujours où trouver la sœur Rondelette, il ne voulait attraper personne d'autre. Si, comme certains, vous aviez fait exprès de le heurter et d'attendre là, il aurait fait semblant d'essayer de vous attraper, un pur affront à votre intelligence. Et il se serait aussitôt esquivé dans la direction de la sœur Rondelette. Elle s'écriait souvent que ce n'était pas du jeu, et elle avait raison. Mais lorsqu'enfin elle réussit à l'attraper et que, en début de ses virevoltes et des froufrous de sa robe de soie, il l'acculait dans un coin où elle ne pouvait plus se dégager, alors là, sa conduite devint franchement exécrable. Feindre de ne pas la reconnaître, feindre de devoir toucher sa coiffure et puis s'assurer de son identité, toucher certaines bagues à son doigt et certaines chaînes à son cou. Voilà qui était abominable, monstrueux. À n'en pas douter, elle lui a dit sa façon de penser quand ce fut au tour d'un autre de bander les yeux et qu'ils eurent ce petit entretien si privé derrière les rideaux. La nièce de Scrooge n'était pas de la partie de Colin-Maillard. On l'avait confortablement installée au fond d'un grand fauteuil dans un petit coin douillet, un tabouret sous les pieds. Scrooge et le fantôme se tenaient tout près derrière elle. Mais elle prit part au jeu de gages et égréna toutes les lettres de l'alphabet à la perfection au jeu de « Comment l'aimez-vous » De même, au jeu de « Où, quand et comment », elle se montra fort habile et, à la joie secrète du neveu de Scrooge, battit ses sœurs à plate couture, et pourtant, elles étaient malignes. Demandez plutôt à Topper. Il y avait peut-être là une vingtaine de présents, tant jeunes que vieux, mais tout le monde jouait, jusqu'à Scrooge lui-même. Il s'intéressait tellement à cette scène qu'il avait complètement oublié que sa voix ne parvenait pas aux oreilles des autres, et il lui arrivait de crier très fort sa réponse à la devinette. Et il tombait très souvent juste, je dois bien l'avouer, car l'aiguille la plus pointue, la meilleure Whitechapel, garantie pour ne pas casser au niveau du chat, n'était pas plus fine que l'esprit de Scrooge malgré le manque de finesse qu'il s'obstinait à avoir. Le fantôme était très content de le voir de cette humeur, et l'observait avec tant de bienveillance que Scrooge, tel un petit garçon, le supplia de l'autoriser à rester jusqu'au départ des invités. Cela, lui dit l'esprit, était cependant chose impossible. « Voici un nouveau jeu, » dit Scrooge. À une demi-heure, esprit. Rien qu'une demi-heure. Hein. » Ce jeu s'appelait « Oui et non ». Le neveu de Scrooge devait penser à quelque chose, et les autres devaient trouver ce que c'était, et ne lui répondaient à leurs questions que par oui ou non, selon le cas. Le feu roulant de questions auxquelles on le soumis lui fit expliquer qu'il pensait à un animal vivant, plutôt déplaisant, un animal sauvage, qui grondait et grognait parfois, mais d'autres fois qui parlait, qui habitait Londres, se promenait à pied dans les rues, qu'on n'exhibait pas en public pour de l'argent, qui n'avait pas de maître, ne vivait pas dans une ménagerie, qu'on n'abattait jamais sur une place de marché, et qui n'était ni un cheval, ni un âne, ni une vache, ni un taureau, ni un tigre, ni un chien, ni un cochon, ni un chat, ni un ours. Dès qu'on lui posait une nouvelle question, ce coquin de neveu repartait d'un grand éclat de rire et s'amusait tellement de la situation qu'il lui fallait se lever du divan pour trépigner de joie. À la fin, la sœur Rondelette, prise à son tour d'un fou rire, s'écria « J'ai trouvé ! Je le tiens, Fred ! Je le tiens !»« Qu'est-ce donc ?» demanda Fred. « C'est votre oncle, Scrooge !»« Tout à fait exact. » Cette réponse provoquait un sentiment général d'admiration, même si on a eu pour faire remarquer qu'il aurait fallu répondre « oui » à la question « est-ce un ours ?» Attendu qu'il avait suffi d'une réponse négative pour détourner leur pensée de M. Scrooge, à supposer qu'elle fût jamais partie dans cette direction. « Eh bien, il nous aura donné de quoi nous amuser, » dit Fred, « et ce sera bien ingrat de ne pas boire à sa santé. Nous avons ici juste un verre de vin chaud à portée de la main. Ainsi donc, à l'oncle Scrooge. »« Soit, à l'oncle Scrooge !» s'écrièrent-ils tous. « Joyeux Noël et bonne année au vieux bonhomme, quel qu'il soit, » dit le neveu de Scrooge. « Il n'a pas voulu de mes bons vœux avant, mais il les aura tout de même. À l'oncle Scrooge !» Insensiblement, l'oncle Scrooge était devenu si gai et se sentait le cœur si léger qu'il aurait volontiers levé son verre à son tour à la santé de tous ces gens inconscients de ce qui leur arrivait. Il aurait aussi adressé des remerciements impossibles à entendre si le fantôme lui en avait laissé le temps. Mais à peine le neveu de Scrooge eut-il prononcé le dernier mot de son toast que déjà la scène entière s'effaçait.
Scrooge et l'esprit avaient repris le cours de leur voyage. Ils virent maintes choses, allèrent fort loin, visitèrent de nombreux foyers et toujours avec d'heureux résultats. L'esprit se plaçait au chevet des malades et ils étaient réconfortés. On des contrées étrangères auprès des exilés, et ils se croyaient chez eux, aux côtés d'hommes incapables de se résigner, et ils patientaient dans l'espoir de lendemains meilleurs, auprès des pauvres, et ils étaient riches. Dans les asiles, les hôpitaux, les prisons, dans tous les refuges de la misère où l'homme orgueilleux n'avait pas usé de sa petite autorité éphémère pour fermer la porte à double tour et se barricader contre l'esprit, il laissait sa bénédiction et enseignait à Scrooge ses préceptes. Ce fut là une longue nuit. Il s'agissait bien d'une seule nuit, ce dont Scrooge doutait parce que l'ensemble des festivités de la Noël semblait s'être condensé dans l'espace de temps qu'ils passèrent à deux. Autre chose étrange, alors que physiquement Scrooge ne changeait pas, le fantôme, lui, vieillissait à vue d'œil. Scrooge observa le changement sans en parler, mais au sortir d'une petite fête pour enfants, le soir des rois, il regarda l'esprit quand ils furent seuls en rase campagne et s'aperçut qu'il avait les cheveux tout gris. « La vie des esprits est-elle donc si courte ?» demanda-t-il. « Ma vie sur ce globe est très brève, » répondit le fantôme. « Elle prend fin ce soir. »« Ce soir !» s'écria Scrooge. « Ce soir, à minuit. Écoute, l'heure approche. » L'horloge carillonnait juste les 3/4 de 11 heures. « Pardonnez-moi l'indiscrétion de ma demande, » dit Scrooge, qui regardait attentivement la robe de l'esprit. « Mais je vois dépasser de votre tunique quelque chose d'étrange qui ne fait pas partie de votre personne. Est-ce un pied ou une griffe ?»« Ce pourrait être une griffe, en effet, à en juger par le peu de chair qu'il y a dessus, » répondit l'esprit avec tristesse. « Regarde. » Des plis de sa robe, il dégagea 2 enfants, 2 créatures pitoyables, abjectes, effrayantes, hideuses, misérables, qui s'agenouillaient à ses pieds et se cramponnaient à son vêtement. « Homme ! Oh, regarde là, à tes pieds !» s'exclama le fantôme. C'était un garçon et une fille, jaunes, maigres, en guenilles, l'air renfrogné et cruel, et cependant humblement prosternés. Là où la grâce de la jeunesse aurait pu épanouir leurs traits et leur conférer ses plus fraîches couleurs, une main flétrée et desséchée comme celle de la vieillesse les avait pincés, convulsés, mis en lambeaux. Là où des anges auraient dû trôner, des démons rôdaient en jetant des regards menaçants. Nul changement, nulle dégradation, nulle perversion de l'être humain à quelque degré que ce soit et dans tous les mystères de l'admirable création n'a jamais produit de monstre aussi horrible et effrayant, tant s'en faut. Scrooge recula frappé d'épouvante. À la façon dont il les avait présentés, il essaya de dire que c'étaient de beaux enfants, mais les mots s'étranglèrent d'eux-mêmes dans sa gorge plutôt que de se rendre complice d'un mensonge si énorme. « Esprit, est-ce que ce sont vos enfants ?» Scrooge n'en put dire davantage. « Ce sont ceux des hommes, » dit l'esprit en abaissant sur eux son regard. « Et ils s'attachent à moi pour échapper à leur père. Ce garçon est l'ignorance, cette fille, l'indigence. Garde-toi des 2 et tous ceux de leur race. Mais garde-toi surtout de ce garçon, car sur son front je vois écrit le jugement, à moins que le mot ne soit effacé. « Nie-le !» s'écria l'esprit, la main tendue vers la ville. « Calomnie ceux qui te préviennent. Accepte-le pour servir tes desseins séditieux, et tu verras comment cela finira. »« N'ont-ils donc ni refuge ni ressources ?» s'écria Scrooge. « N'y a-t-il pas de prison ?» lui dit l'esprit en se servant de ses propres paroles pour se retourner une dernière fois contre lui. « N'y a-t-il pas d'asile de pauvres ?» L'horloge sonna minuit. Scrooge cherchait le fantôme des yeux et ne le vit point. Le dernier coup de minuit cessa de vibrer. Alors, il rappela la prédiction du vieux Jacob Marley. Il leva les yeux et aperçut une apparition à l'allure solennelle, drapée dans une robe à capuchon, telle une brume qui glisse au ras du sol. Elle s'avançait vers lui. En silence d'un pas lent et grave, l'apparition approcha. Quand elle arrivera près de Scrooge, celui-ci mit un genou à terre,
car même dans l'air, même où il se déplaçait, cet esprit semblait répandre la tristesse et le mystère. Une longue robe noire, intense, l'enveloppait tout entier et cachait sa tête, son visage. La forme de son corps ne laissait apercevoir qu'une main tendue. Sans cette main, il eût été difficile de distinguer cette silhouette des ombres de la nuit et de le séparer de l'obscurité qui l'entourait. Lorsque l'apparition vint se placer à ses côtés, Scrooge sentit qu'elle était grande et majestueuse et que sa présence mystérieuse l'emplissait d'une crainte solennelle. Mais il n'en apprit pas davantage, car l'esprit ne prononça aucune parole, ne fit aucun geste. Je suis en présence du fantôme des Noëls à venir, dit Scrooge. L'esprit ne répondit pas, mais la main tendue en avant indiqua la voix. Vous allez me montrer les ombres des choses qui ne sont pas encore arrivées, mais qui arriveront dans la suite des temps, poursuivit Scrooge. Est-ce cela, esprit? La partie supérieure de la robe se contracta un instant par le rapprochement de ses plis, comme si l'esprit avait incliné la tête. Ce fut la seule réponse qu'obtint Scrooge. Quoiqu'il eût déjà bien l'habitude de fréquenter des esprits, Scrooge craignait tant cette forme silencieuse que ses jambes se mirent à trembler et se dérober lorsqu'il se prépara à suivre l'esprit. Celui-ci s'arrêta un instant, comme s'il avait remarqué son trouble, et lui laissait le temps de se remettre. Mais Scrooge n'en fut que plus agité. Un frisson d'horreur vague, confuse, lui parcourut le corps à l'idée que, derrière ce sombre linceul, des yeux de fantôme étaient attentivement fixés sur lui et que, malgré tous ses efforts, ses propres yeux ne distinguaient qu'une main de spectre et une grande masse noire. « Fantôme de l'avenir !» s'exclama-t-il. « Je vous redoute plus qu'aucun des spectres que j'ai déjà vus. Mais comme je sais que vous voulez mon bien et que j'espère vivre pour devenir autre que celui que j'étais, je suis prêt à vous tenir compagnie, le cœur reconnaissant. Ne voulez-vous donc pas me parler ?» Pas de réponse. La main était toujours tendue droit devant. « Guidez-moi, » dit Scrooge. « Guidez-moi. La nuit avance rapidement. C'est un temps précieux pour moi, je le sais, esprit. Guidez-moi. » Le fantôme s'éloigna de la même manière qu'il s'était rapproché. Scrooge le suivit dans l'ombre de sa robe, et il lui sembla que cette ombre le soulevait et l'emportait. On ne pourrait dire précisément qu'ils entrèrent dans la ville, ce fut plutôt la ville qui sembla surgir autour d'eux et les entourer d'elle-même. Toujours était-il qu'ils étaient, en son cœur même, à la bourse, parmi les négociants qui allaient et venaient d'un pas pressé, faisant sonner l'argent dans leurs poches, causaient affaires en groupe, regardaient leurs montres et jouaient d'un air pensif avec leurs grands cachets d'or, et ainsi de suite, comme Scrooge les avait souvent vus faire. L'esprit s'arrêta à côté d'un petit groupe d'hommes d'affaires. Scrooge, qui avait remarqué que la main était tendue dans leur direction, s'approcha pour écouter la conversation. « Non, disait un homme grand et gros et au menton monstrueux. Quoi qu'il en soit, je ne sais que peu de choses. Je sais seulement qu'il est mort. »« C'est arrivé quand ?» demanda un autre. « La nuit dernière, je crois. »« Mais de quoi est-il mort ?» s'enquit un troisième en prenant une énorme prise de tabac dans une très grande tabatière. « Je croyais qu'il ne mourrait jamais. »« Oh, Dieu seul le sait !» reprit le premier avec un bâillement. « Qu'a-t-il fait de son argent ?» demanda un monsieur au visage rubicond et dont le bout du nez s'ornait d'une excroissance charnue qui pendouillait et s'agitait comme les caroncules d'un dindon. « Je n'en ai pas entendu parler, » fit l'homme au gros menton, en bâillant de nouveau. « Un legs à sa firme, peut-être. Pas à moi, en tout cas, c'est tout ce que je sais. » Cette plaisanterie fut accueillie par un éclat de rire général. « L'enterrement, » dit le même interlocuteur, « ne va probablement pas coûter cher, car, ma parole, il n'y a personne à ma connaissance pour y aller. Et si nous organisions un groupe de volontaires, ça ne me dérange pas d'y aller si on nous sert à déjeuner, observa le monsieur qui avait l'excroissance sur le nez. Mais si j'ai fait partie du groupe, il faut me nourrir.
Nouveau éclat de rire. « Eh bien, après tout, dit celui qui avait pris le premier la parole, je vois que je suis encore le plus désintéressé de vous tous, car je ne porte jamais de gants noirs, et je ne déjeune jamais. Mais je suis volontaire pour y aller, si quelqu'un d'autre en fait autant. C'est que, en y réfléchissant, je ne suis vraiment pas sûr de n'avoir pas été son ami le plus intime, car nous nous arrêtions pour échanger quelques mots chaque fois que nous nous rencontrions. Au revoir. » Interlocuteurs et auditeurs se dissipèrent et allèrent se mêler à d'autres groupes. Scrooge connaissait tous ces hommes. Il tenait ses regards vers l'esprit pour lui demander une explication. Le fantôme se glissa dans une rue et montra du doigt deux individus qui s'abordaient. Scrooge se remit à écouter, croyant trouver là l'explication. Il connaissait également très bien ces hommes-là. C'étaient deux négociants, des gens très riches et très influents. Il avait toujours pris soin de se faire estimer d'eux, au point de vue des affaires, s'entend, purement et simplement, au point de vue des affaires. « Comment vous portez-vous » dit l'un. « Et vous » répondit l'autre. « Bien » fit le premier. « Le malin a donc enfin repris son bien, hein ?»« À ce qu'il paraît, » répliqua le second, « il fait froid, n'est-ce pas ? Un temps de saison. Vous ne patinez pas, j'imagine. Oh non, non, non. Bien autre chose à penser. Bonne journée. » Pas un mot de plus. C'est ainsi que se passèrent leur rencontre, leur conversation et leur séparation. Au début, Scrooge avait tendance à s'étonner que l'esprit attachât de l'importance à des conversations sans importance, si banales, mais convaincu qu'elles devaient avoir un sens caché, il se mit à réfléchir à ce que cela pouvait bien être. Il était difficile de supposer qu'elles avaient le moindre rapport avec la mort de Jacob, son vieil associé, car cette mort appartenait au passé, et le domaine de ce fantôme, c'était l'avenir. Il ne voyait personne non plus dans son entourage proche à qui les appliquer. Toutefois, quelle que fût l'identité de la personne à qui elle s'appliquait, à n'en pas douter, elle contenait quelque morale secrète qui ferait de lui un homme meilleur. Il résolut donc de garder précisément en mémoire tout ce qu'il entendait et verrait, mais surtout d'observer attentivement son ombre à lui, lorsqu'elle lui apparaîtrait. Car il escomptait bien que la conduite de ce lui-même du futur lui fournirait l'indice manquant et lui permettait de trouver sans peine la solution de toutes ses énigmes. Du regard, il cherchait sa propre image sur place. Mais un autre occupait son coin habituel, et quoique l'horloge indiquât l'heure où il venait d'ordinaire à la bourse, il ne vit personne qui lui ressemblât parmi cette multitude qui se pressait sous le porche pour entrer. Il ne s'en étonna pas vraiment, néanmoins, car depuis qu'il avait eu ses premières visions, il avait médité un changement de vie. Il pensa, et espéra donc voir dans cette absence la conséquence de ses nouvelles résolutions. À ses côtés, silencieux et sombre, se tenait le fantôme, la main toujours tendue. Quand Scrooge s'arracha de ses recherches pensives, il s'imagina, d'après la direction de cette main et sa position par rapport à lui, que les yeux invisibles le regardaient avec intensité. À cette idée, il eut un frisson et se sentit glacé. Ils quittèrent ce lieu affairé pour se rendre dans un quartier obscur de la ville, où Scrooge n'avait pas encore pénétré, quoiqu'il en connût parfaitement l'emplacement et la mauvaise renommée. Les rues étaient étroites et très sales, les boutiques et les maisons misérables, les gens ivres, en savates, hideux et à demi nus. Pareils à des égouts, les ruelles et les passages voûtés vomissaient dans ce labyrinthe de rues leur odeur repoussante, leur immondice et leur ignoble humanité, et tout le quartier empesté le crime, la crasse et la misère. Au fond de ce repère infâme, il y avait une boutique basse qui faisait saillie sous le toit d'un apprenti, et l'on pouvait se procurer de la ferraille, des vieux chiffons, des vieilles bouteilles, des os et des déchets tout gras. À l'intérieur, s'entassaient à même le sol des clés rouillées, des clous, des chaînes, des gonds de lime, des balances, des poids, de la ferraille de toutes sortes, mises au rebut. Des secrets que peu de personnes auraient envie de pénétrer naissaient et se dissimulaient sous des monceaux de guenilles sans allure, des masses de graisse rance et des sépulcres d'ossements. Assis au milieu des marchandises dont il faisait le commerce, près d'un réchaud à charbon de bois fait de vieilles briques, se trouvait un vieux fripon aux cheveux blanchis par l'âge de près de 70 ans. Il s'était fait un écrin pour se protéger de l'air froid du dehors au moyen d'un rideau crasseux composé de lambeaux dépareillés suspendus à une corde, et il fumait sa pipe en savourant sa paisible solitude. Scrooge et le fantôme se retrouvèrent en présence de cet homme juste au moment où une femme chargée d'un lourd paquet entra discrètement dans la boutique. Mais à peine venait-elle d'y pénétrer
qu'une autre femme pareillement chargée entra à son tour. Cette dernière fut suivie de près par un homme vêtu d'un habit noir râpé, qui ne parut pas moins surpris de les voir qu'elle ne l'avait été de se reconnaître l'une l'autre. Au bout de quelques instants de stupéfaction muette, au cours desquels le vieil homme à la pipe s'était joint à leur groupe, ils éclatèrent de rire tous les trois. « On peut compter sur les femmes de ménage pour arriver la première, » s'écria celle qui était entrée d'abord. « On peut compter sur la blanchisseuse pour arriver en second, et sur le croque-mort pour arriver le troisième. Dis donc, le vieux Joe, en voilà un hasard. On dirait bien qu'on se retrouve tous les trois ici sans même s'être donné le mot. »« Bah, vous n'auriez pas mieux choisi l'endroit, » dit le vieux Joe en retirant sa pipe de sa bouche. « Venez au salon. Ça fait longtemps que tu y as tes entrées, tu le sais bien, et les deux autres, c'est pas des étrangers non plus. Attendez que je ferme la porte de la boutique. Oh, ce qu'elle hurle. Y a pas ici de bout de métal plus rouillé que ses gonds, je crois bien. Et y a pas ici d'os aussi vieux que les miens, pour sûr. Nous sommes tous là où il faut. Et tous bien assortis. Venez au salon, allez, venez, venez. » Le salon était l'espace séparé de la boutique par le rideau de loques. Le vieil homme remua le feu avec un vieux barreau de rampe d'escalier. Puis il moucha sa lampe fumeuse, car il faisait nuit, avec le tuyau de sa pipe, avant que de se le remettre dans la bouche. Pendant ce temps-là, la femme qui avait déjà parlé jeta son paquet à terre. D'un air de bravade, elle s'assit sur un tabouret et se croisa les bras sur les genoux en regardant hardiment les deux autres comme pour les défier. « Mais qu'est-ce que ça peut faire ? Qu'est-ce que ça peut faire, Madame Dilbé ?» dit-elle. « On a bien le droit de penser d'abord à soi. Lui, en tout cas, c'est ce qu'il a toujours fait. »« Ah, ça, c'est bien vrai, » fit la blanchisseuse. « Personne plus que lui. Eh bien alors, pas besoin de rester là, à regarder fixement la mer, comme si vous aviez peur. Qui le saura ? On va quand même pas se charger la petite bête, je suppose. »« Ah, ça non, » dirent en même temps Madame Dilbé et l'homme. « Ce serait malheureux. »« Eh bien, alors, » s'écria la femme, « ça suffit comme ça. Et à qui est-ce qu'elle manque, ces babioles, hein ? Par un mort, je suppose. »« Ah, ça non, » dit Madame Dilbé en riant. « S'il voulait les conserver après sa mort, ce méchant vieux Grigou, » poursuivait la femme. « Pourquoi n'a-t-elle pas été comme tout le monde quand il était en vie, si ça avait été le cas ? Il aurait eu quelqu'un pour s'occuper de lui lorsque la mort est venue, le frapper, au lieu de rester tout seul dans son lit à rendre le dernier soupir. » « Alors là, on n'a jamais rien dit de plus vrai, » ajouta Madame Dilbé. « Il n'a eu que ce qu'il méritait. »« Ah, mon goût, il aurait pu en avoir un peu plus encore, » répliqua la femme. « Et il en aurait effectivement eu plus compté sur moi, si j'avais pu mettre la main sur autre chose. Ouvre donc ce paquet, vieux Joe, et voyons ce qu'il vaut. Parle franchement, hein. J'ai pas peur de passer la première, ni que les autres, ils aillent le voir. Avant de se rencontrer ici, on savait très bien qu'on se servait, je crois. Il n'y a pas de mal à cela. Allez, ouvre le paquet, Joe. » Mais ses amis, pleins de courage, ne voulurent pas le permettre. Et l'homme à l'habit noir râpé, montant le premier sur la brèche, produisit le sien de butin. Celui-ci n'avait rien de considérable, un cachet ou deux, un porte-crayon, une paire de boutons de manche, et une broche sans grande valeur, voilà tout. Le vieux Joe examina individuellement et estima chacun de ces objets. À la craie, il inscrivit sur le mur les sommes qu'il était disposé à donner pour chacun d'eux, et en fit le total lorsqu'il vit qu'il n'y avait plus d'autres articles. « Voilà ce qui vous revient, » dit-il. « Et je ne donnerai pas un sou de plus, quand bien même on devrait me faire rôtir à petit feu. À qui le tour ?» C'était le tour de Madame Dilbé. Des draps et des serviettes de toilette, quelques vêtements, 2 cuillères à thé en argent, modèle ancien, une pince à sucre et quelques bottines. On lui fit son compte sur le mur de la même manière. « Moi, je donne toujours trop aux dames. C'est une de mes faiblesses. Et c'est comme ça que je me ruine, » dit le vieux Joe. « Voilà ce qui vous revient. Si vous me demandiez un sou de plus à débattre, je me repentirais d'avoir été si généreux et je baisserais d'une demi-couronne. »« Et maintenant, Joe, défais de mien de paquet, » dit la première femme. Joe se mit à genoux pour se faciliter la tâche et, après avoir défait une grande quantité de nœuds, il tira du paquet une grosse et lourde pièce d'étoffe sombre. « Qu'est-ce que c'est que cela, selon toi ?» dit-il. « C'est des rideaux de lit ?»« Ah !» répondit en riant la femme, et elle se pencha en avant les bras croisés. « Des rideaux de lit ?»
Ah, tu vas pas me faire croire que tu les as enlevés, les anneaux et tout, pendant qu'il était encore là, sur son lit, demanda Joe. Mais si, répliqua la femme. Et pourquoi pas? Allons, tu es né pour faire fortune, dit Joe. Et tu y arriveras certainement. Je vais certainement pas me retenir la main quand il suffit de l'attendre pour prendre quelque chose. Par égard pour un homme comme lui, ça tu peux me croire, Joe, rétorqua calmement la femme. Et ne laisse pas tomber cette huile, hein, sur les couvertures maintenant. C'est couvertures à lui? Demanda Joe. Et à qui d'autre que tu crois? Répondit-elle. Il risque pas d'attraper froid sans ça, hein, si tu veux mon avis. J'espère au moins qu'il n'est pas mort de quelque chose de contagieux, hein, dit le vieux Joe en interrompant son travail et en relevant la tête. Ah, pas besoin d'avoir peur pour ça, répliqua-t-elle. Si ça avait été le cas, je suis pas assez folle de sa compagnie pour traîner près de lui, tout ça pour ça, hein. Oh, tu peux t'user les yeux à examiner cette chemise, hein, tu trouveras pas le moindre trou, ni même un endroit éliminé. C'était sa meilleure, et elle est belle, hein. Sans moi, elle se serait fait gaspiller. Qu'est-ce que tu appelles gaspiller? Demanda le vieux Joe. Là, lui mettre pour l'enterrer avec, pour sûr, répondit-elle en riant. Il n'y a eu quelqu'un d'assez stupide pour faire ça, mais j'ai lui enlevé. Si du calicot n'est pas assez bon pour un tel usage, alors c'est qu'il n'est pas assez bon pour rien. C'est tout aussi saillant sur un corps. Le bonhomme ne peut pas être plus laid qu'il n'était avec celle-ci. Scrooge écoutait ce dialogue avec horreur. Tous ces gens-là, assis au groupe autour de leur butin, à la faible lueur de la lampe du vieil homme, lui causaient un sentiment d'aversion et de dégoût qui n'aurait été moins prononcé s'ils avaient été des démons hideux en train de marchander le cadavre lui-même. Poursuivit la même femme en riant. Poursuivit la même femme en riant, lorsque le vieux Joe sortit un sac de flanelle contenant de l'argent et compta à chacun sur le plancher la somme qui lui revenait. Et voilà comment ça se finit, vous voyez. De son vivant, il a fait fuir tout le monde, tout ça pour en faire en profiter après sa mort. Esprit, dit Scrooge, en frissonnant de sa tête aux pieds. Je comprends. Je comprends. Le cas de ce malheureux pourrait être le mien. C'est là que mène une vie comme la mienne. Maintenant, Seigneur miséricordieux, que vois-je? Il recula de terreur, car la scène avait changé. Et maintenant, voici qu'il touchait presque un lit nu, sans rideau, et sur lequel contemplait, recouvert d'un drap déchiré, gisait quelque chose dans le silence même, révélait la nature en un terrible langage. La chambre était très sombre, trop sombre pour être observée avec exactitude. Obéissant à une impulsion secrète, désireux qu'il était de savoir de quel genre de chambre il s'agissait, Scrooge y promena pourtant ses regards curieux. Une pâle lumière montait du dehors et tombait directement sur le lit. Et sur ce lit se trouvait le cadavre de cet homme, dépouillé, abandonné de tous, sans personne pour le veiller, le pleurer et lui rendre les derniers hommages. Scrooge jeta un regard vers le fantôme qui, de sa main immobile, lui indiquait la tête du mort. On l'avait recouverte avec tant de négligence qu'il aurait suffi à Scrooge à soulever à peine le drap, du bout du doigt, pour mettre ce visage à nu. Scrooge y songea. Il comprit combien c'était facile à faire et éprouva le vif désir. Mais il ne fut pas davantage en son pouvoir d'écarter ce voile que de renvoyer l'apparition qui se tenait à côté de lui. Ô froide, rigide, épouvantable mort, dresse ici ton autel et orne-le de toutes les terreurs dont tu disposes, car en vérité tu es ici dans ton domaine. Mais d'une tête aimée, respectée et honorée, tu ne peux asservir un seul cheveu à tes redoutables desseins, ni rendre un seul trait détestable. La main peut bien devenir pesante et retomber quand on la lâche. Le cœur et le pouls peuvent bien cesser de battre, mais cette main fut naguère ouverte, généreuse et loyale. Ce cœur, brave, chaleureux et tendre, ce pouls, celui d'un homme, frappe, ombre, frappe, et vois jaillir de la blessure les bonnes actions de cet homme.
elles sèmeront de par le monde la vie immortelle. » Aucune voix ne prononça ces paroles aux oreilles de Scrooge. Il les entendit cependant lorsqu'il regarda le lit. Si cet homme pouvait ressusciter, pensait-il, quelles seraient ses premières pensées? L'avarice? Les affaires sans état d'âme? Les soucis ennuyeux? Tout ceci l'a conduit à une belle fin, en vérité. Il gisait là, dans cette maison déserte et sombre, sans même un homme ou une femme ou un enfant pour dire « Il fit preuve de bonté envers moi en telle ou telle circonstance, et en souvenir d'un seul mot de bonté, je ferai à mon tour preuve de bonté envers lui. » Un chat grattait à la porte, et sous la pierre du foyer, on entendait des rats ronger quelque chose. Que venait-il donc chercher dans cette chambre mortuaire? Pourquoi était-il si agité, si troublé? Scrooge n'osa y songer. « Esprit, dit-il, ce lieu est effrayant. Lorsque je vais le quitter, la leçon qu'il me donne ne me quittera pas, l'esprit. Croyez-moi, partons. » Mais toujours de son doigt immobile, le fantôme indiquait la tête du mort. « Je vous comprends, » répondit Scrooge. « Et je le ferais si je pouvais. Mais je n'en ai pas le pouvoir, esprit. Je n'en ai pas le pouvoir. » Celui-ci sembla le regarder de nouveau avec une intention marquée. « S'il y a une seule personne dans cette ville qui ressente de l'émotion à la mort de cet homme, » dit Scrooge d'une voix pleine d'angoisse, « montrez-la-moi, esprit. Je vous en conjure. » Un instant, le fantôme étendit sa robe sombre devant lui comme une aile, puis la replia et fit apparaître une pièce éclairée par la lumière du jour où se trouvaient une mère et ses enfants. Elle attendait quelqu'un, et ce, avec une impatience inquiète, car elle allait et venait dans la pièce et tressaillait au moindre bruit. Elle regardait par la fenêtre, jetait les yeux sur la pendule, essayait, mais en vain, de recourir à son aiguille et pouvait à peine supporter la voix des enfants qui jouaient. Enfin, le coup tant attendu retentit à la porte. Elle courut ouvrir. C'était son mari. C'était un homme encore jeune, mais il avait le visage marqué par le souci et le chagrin. On y lisait pourtant à ce moment une expression remarquable, une sorte de joie grave dont il avait honte et qu'il s'efforçait de réprimer. Il s'assit pour manger le dîner que sa femme avait tenu au chaud pour lui près du feu. Quand elle lui demanda d'une voix hésitante quelle était la nouvelle, ce qu'elle ne fit qu'au bout d'un long silence, il parut embarrassé de lui répondre. « Sont-elles bonnes, dit-elle pour l'aider, ou bien mauvaises ? » »« Mauvaises, répondit-il. »« Alors, nous sommes complètement ruinés ? » ?»« Non, il reste un espoir, Caroline. » »« Si quelqu'un comme lui se laisse attendrir, c'est qu'il en reste, dit-elle stupéfaite. Si un tel miracle s'est produit, alors plus rien n'est désespéré ? Il ne peut plus se laisser attendrir, dit le mari. Il est mort. Si l'on pouvait en croire son visage, c'était une personne douce et patiente que cette femme. Cependant, lorsqu'elle apprit la nouvelle, elle ne put s'empêcher de remercier le ciel du fond de l'âme et de lui dire tout haut, les mains jointes. L'instant d'après, elle en avait demandé pardon au ciel, pleine de remords, mais le premier mouvement était parti du corps. En fait, ce que cette femme à moitié ivre dont je t'ai parlé hier soir m'a dit quand j'ai essayé de la voir pour obtenir de lui une semaine de délai, c'est que j'ai pris pour une simple excuse pour m'éviter était la stricte vérité. À ce moment-là, il était déjà fort malade et même mourant. À qui notre dette va-t-elle être transférée ? Je n'en sais rien. Mais avant que cela ne se produise, nous aurons la somme. Et même si nous ne l'avions pas, ce serait vraiment jouer de malchance que de trouver dans son successeur un créancier aussi impitoyable. Nous pouvons dormir le cœur léger cette nuit, Caroline. Oui. Il avait beau atténuer cette sensation, il avait le cœur plus léger, groupé en silence autour d'eux afin d'entendre une conversation à laquelle ils comprenaient si peu, les enfants le visage plus animé. La mort de cet homme rendait donc un peu de bonheur à une famille. La seule émotion suscitée par l'événement que le fantôme avait à lui montrer était du plaisir. Esprit, faites-moi voir une scène
de tendresse liée à la mort de quelqu'un, dit Scrooge. Sinon, la chambre sombre que nous venons de quitter restera à jamais gravée dans ma mémoire. Le fantôme le guida à travers plusieurs rues qui lui étaient familières. Tout en le suivant, Scrooge regardait de côté et d'autre, dans l'espoir de retrouver sa propre image. Il ne la vit nulle part. Ils entrèrent dans la maison du pauvre Bob Cratchit. Dans cette demeure qu'il avait déjà visitée, ils y trouvèrent la mère et les enfants assis autour du feu. Ils étaient calmes, très calmes. Les bruyants petits Cratchit étaient tous deux dans un coin, immobiles comme des statues. Ils avaient les yeux levés vers Peter, qui tenait un livre ouvert devant lui. La mère et ses filles cousaient. Mais qu'ils étaient donc calmes. Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d'eux. Où Scrooge avait-il entendu ces paroles? Il ne les avait pas rêvées. Ce jeune garçon était sans doute en train de les lire à voix haute au moment où l'esprit et lui avaient franchi le seuil. Pourquoi ne poursuivait-il pas sa lecture? La mère posa son ouvrage sur la table et porta une main au visage. « La couleur me fait mal aux yeux, dit-elle. « La couleur? Ah, pauvre petit Tim !»« Ils vont bien mieux maintenant, dit la femme de Cratchit. C'est de travailler à la bougie qui les fatigue. Mais je ne voudrais pour rien au monde laisser votre père voir mes yeux fatigués quand il rentrera. Ce doit être bientôt son heure. »« Elle est même passée, répondit Peter en fermant son livre. Mais il va un peu moins vite, je trouve, depuis quelques soirs, mère. Le calme régna à nouveau parmi eux. D'une voix ferme et gaie, qui n'hésita qu'une seule fois, la mère finit par reprendre. J'ai connu un temps où il marchait vite, très vite, même en portant petit Tim sur ses épaules. Et moi aussi, s'écria Peter. Souvent. Et moi aussi, s'éclama un autre. Et c'était pareil pour tous. Oui, mais petit Tim était très léger à porter, reprit la mère, penchée attentivement sur son ouvrage. Et puis, son père l'aimait tellement que ce n'était rien, vraiment rien. Oh, oh, mais voici votre père, il est à la porte. Elle se précipita à sa rencontre. Le petit Bob entra sans avoir enlevé son cache-nez. Il en avait bien besoin, pauvre diable. Son thé était prêt, au chaud, sur la grille, et ce fut à qui lui servirait le mieux. Puis les deux petits Cratchits grimpèrent sur ses genoux et posèrent chacun une petite joue contre le visage de leur père, comme pour lui dire « N'y pense plus, mon père. N'aie pas trop de chagrin. » Bob se montra très gai avec eux. Il eut une parole agréable pour chacun. Il regarda l'ouvrage qui était posé sur la table et complimenta Madame Cratchit et les filles sur leur courage et leur rapidité. Elles auraient terminé bien avant dimanche, assura-t-il. « Dimanche ? Tu y es donc allé aujourd'hui, Robert ?» lui dit sa femme. « Oui, ma chérie, » répondit Bob. « Si seulement tu avais pu venir aussi. Cela t'aurait fait du bien de voir comment cet endroit est verdoyant. Mais tu irais le voir souvent, je lui ai promis que j'irais me promener le dimanche. Mon petit, mon tout petit, » s'écria Bob. « Mon tout petit. » Il éclata brusquement en sanglots, sans parvenir à se retenir. S'il était parvenu, c'est qu'il aurait été moins proche de son enfant, peut-être. Il quitta la pièce et monta dans celle du dessus qui était gaiement éclairée et parée de guirlandes de Noël. Il y avait une chaise placée tout contre le lit de l'enfant, et à certains détails on devinait que quelqu'un était venu s'y asseoir récemment. Le pauvre Bob s'y installa à son tour. Après quelques instants de réflexion qui lui permirent de retrouver son calme, il déposa un baiser sur le petit visage. Il acceptait ce qui s'était produit et redescendit, l'esprit apaisé. Ils se rapprochèrent tous du feu et se mirent à bavarder. Les filles et leur mère continuaient à coudre. Bob leur parla de l'extraordinaire bonté du neveu de M. Scrooge, qu'il n'avait pourtant vu qu'une fois à peine. Lorsque ce jour-là, ce monsieur l'avait rencontré dans la rue et l'avait vu un peu, juste un petit peu, abattu, voyez-vous, dit Bob. Il lui avait demandé ce qui lui arrivait de si fâcheux. Sur quoi, poursuivit Bob, car c'est bien le monsieur le plus affable qu'on puisse voir, je lui ai tout raconté. Je suis sincèrement désolé pour vous, monsieur Cratchit, m'a-t-il dit. Pour vous et pour votre bonne épouse. À propos, comment a-t-il pu savoir cela? Je n'en sais rien. Savoir quoi, mon chéri? Eh bien, que tu es une bonne épouse, répliqua Bob. Mais tout le monde le sait, dit Peter. Très bonne observation, mon garçon, s'écria Bob.
J'espère que tu as raison. Sincèrement désolé, m'a-t-il dit, pour votre bonne épouse. Si je puis vous être utile en quoi que ce soit, a-t-il ajouté en me remettant sa carte, voici mon adresse. Je vous en prie, venez me trouver. Eh bien, j'ai été ravi. Pas tant de ce qu'il pourrait un jour faire pour nous que sa gentillesse naturelle. On aurait vraiment dit qu'il avait connu notre petit Tim et compatissait à notre peine. Je suis sûr que c'est un brave homme, dit madame Cratchit. Tu en serais encore plus sûre, ma chérie, si tu pouvais le voir et lui parler. Retiens bien ce que je vais te dire. Je ne serais pas du tout étonné s'il faisait avoir une meilleure place à notre Peter. Tu entends cela, Peter dit madame Cratchit. Et alors s'écria l'une de ses sœurs. Peter fera la cour à une demoiselle et il se mettra en ménage. Mais de quoi je me mêle rétorqua Peter avec un large sourire. Ça finira bien par arriver un de ces jours, dit Bob, même si tu as tout le temps d'y songer, mon garçon. Mais peu importe la façon dont nous nous séparons les uns des autres et le moment où cela se produira. Je suis sûr qu'aucun parmi nous n'oubliera le pauvre petit Tim, n'est-ce pas? Ni cette première séparation chez nous. Jamais, père, s'écria-t-il tous. Et je sais, mes chéris, dit Bob, que lorsque nous nous souviendrons de sa patience et de sa douceur alors qu'il n'était qu'un tout petit, nous ne songerons pas facilement à nous quereller, car ce serait oublier le pauvre petit Tim. Non, jamais, père, répétèrent-ils tous. J'en suis très heureux, dit le petit Bob. Oui, très heureux. Madame Cratchit l'embrassa, ses filles l'embrassèrent, les deux petites Cratchit l'embrassèrent, Peter et lui se serrèrent la main. Esprit de petit Tim dans ton essence, enfantine, tu émanais de Dieu. Spectre, dit Scrooge. Quelque chose me dit que le moment de nous séparer approche. Je le sais sans savoir comment. Dites-moi, qui était donc cet homme que nous avons vu sur son lit de mort? Comme auparavant, mais à une époque différente, se dit-il, car ses dernières visions semblaient ne pas avoir d'ordre. Simplement, elle appartenait à l'avenir. Le fantôme des Noëls à venir le conduisit dans les endroits fréquentés par les hommes d'affaires, sans toutefois lui montrer son autre lui-même. D'ailleurs, l'esprit ne s'arrêta nulle part, il alla droit devant lui, un but précis en tête, semblait-il, et n'interrompit sa course que lorsque Scrooge l'implora de s'arrêter un instant. « C'est dans cette cour que nous traversons si vite que se trouve mon lieu de travail, dit Scrooge. Et depuis longtemps, j'aperçois la maison. Laissez-moi contempler ce que je serai dans les jours à venir. L'esprit s'arrêta. Sa main était tendue dans une direction différente. Là, la voici, la maison, s'exclama Scrooge. Pourquoi m'indiquez-vous un endroit plus loin? L'inexorable doigt ne changea pas de direction. Scrooge courut à la fenêtre de son bureau et regarda à l'intérieur. C'était toujours bien un bureau, mais pas le sien. Le mobilier n'était pas le même, et celui qui était installé dans le fauteuil n'était pas lui. Le fantôme faisait toujours le même geste, tout en se demandant où et pourquoi il était parti. Scrooge rejoignit le fantôme et le suivit jusqu'à une grille de fer. Avant d'entrer, il s'arrêta pour regarder autour de lui. Un cimetière. C'était donc ici, sous terre, que gisait le malheureux dont Scrooge devait encore apprendre le nom. C'était un endroit remarquable, un endroit emmuré par les maisons avoisinantes, envahi par le gazon et les herbes sauvages, signe de la mort et de la végétation plutôt que de sa vie. Un endroit encombré du trop-plein des sépultures, engraissé jusqu'à satiété. Oh, un endroit remarquable. Debout au milieu des tombes, l'esprit en indiquait une. Scrooge s'en approcha en tremblant. Le fantôme n'avait pas changé d'aspect. Dans sa forme solennelle, pourtant, Scrooge, effrayé, crut reconnaître un augure nouveau. Avant
que je ne fasse un pas de plus vers la pierre tombale que vous me montrez, lui dit-il. Répondez à cette seule question. Ces ombres sont-elles celles de ce qui doit être, ou seulement de ce qui peut être? Le doigt baissé, l'esprit désignait la tombe près de laquelle il se tenait. Les actions humaines présagent certaines conséquences qui deviennent inévitables si l'homme persévère dans cette voie. Mais s'il y renonce, alors les conséquences changent. Dites-moi qu'il en est ainsi de tout ce que vous me montrez. L'esprit était toujours aussi immuable. Scrooge s'approcha de lui, furtif, tremblant. Il suivit la direction du doigt et sur la pierre de la tombe abandonnée, il lut son propre nom. Ebenezer Scrooge. C'est donc moi l'homme que j'ai vu sur son lit de mort, s'écria-t-il en se jetant à genoux. Le doigt se pointa vers lui avant de se diriger vers la tombe comme avant. Non, non, esprit, non, non. Mais toujours le doigt était là, tendu. Esprit, s'écria Scrooge en se cramponnant à sa robe. Écoutez-moi, je ne suis plus l'homme que j'étais, je ne serai jamais plus l'homme que j'aurais dû être si je ne vous avais reconnu. Pourquoi me montrer ces choses s'il n'y a aucune espérance pour moi? Pour la première fois, on eût dit que la main tremblait. Bon esprit, poursuivit Scrooge en se prosternant à ses pieds. Votre cœur vous dicte d'intercéder pour moi, de me prendre en pitié. Donnez-moi l'assurance qu'en changeant de vie, je puis encore modifier ces ombres que vous avez montrées. La main bienveillante fut prise de tremblement. J'honorerai Noël dans mon cœur et tâcherai d'en conserver le culte toute l'année. Je vivrai dans le passé, le présent et l'avenir. Leurs trois esprits ne me quitteront plus, car je ne veux pas rester sourd aux leçons qu'ils m'ont enseignées. Oh, dites-moi que je puis effacer l'inscription gravée sur cette pierre. Dans son angoisse, il saisit la main du spectre. Elle voulut se dégager, mais il l'en empêcha, car il avait puisé de la force dans sa prière. L'esprit, plus fort pourtant, le repoussa. Les mains levées pour le supplier une dernière fois d'inverser sa destinée, Scrooge vit le capuchon et la robe du fantôme changer d'aspect. L'esprit rapetissa, s'effaça sur lui-même et s'amenuisa pour faire place enfin à une colonne de lit. Oui, et cette colonne de lit était la sienne. C'était celle de son propre lit, dans sa propre chambre. Mais le mieux, le plus heureux de tout, c'était que le temps à venir lui appartenait aussi, pour réparer ses torts. Je veux vivre dans le passé, le présent et l'avenir, répéta Scrooge en dégringolant de son lit. Les leçons des trois esprits demeureront gravées dans ma mémoire. Oh, Jacob Marley, que le ciel et la fête de Noël soient loués pour ce qui arrive. Je le dis à genoux, vieux Jacob, à genoux. Il était si agité, si échauffé par toutes ses bonnes résolutions que c'était à peine si sa voix brisée lui obéissait. Il avait sangloté violemment au cours de sa lutte avec l'esprit et son visage était baigné de larmes. « Ils ne sont pas arrachés !» s'écria-t-il en étreignant un de ses rideaux de lit. « Et ils ne sont pas arrachés, ni les anneaux non plus. Ils sont ici. Je suis ici. Ombre des choses qui auraient pu se réaliser peuvent se dissiper. Et elles le feront, je le sais. » Pendant ce temps,
Ses mains s'affairaient avec ses vêtements. Il les retournait à l'envers, les enfilait sans dessus-dessous. Il les déchirait, les égarait, les rendait enfin complices de toutes sortes d'extravagances. « Je ne sais que faire !» s'écria-t-il, riant et pleurant à la fois. Et en essayant de mettre ses bas, il posait en copie parfaite du lacoun antique et de ses serpents. « Je suis léger comme une plume, je suis heureux comme un ange, gai comme un écolier, étourdi comme un homme ivre. Joyeux Noël à tous! Bonne année au monde entier! Oh là! Et hop! Oh là là! » Il avait gambadé jusque dans le salon où il s'était arrêté complètement hors d'haleine. « Voilà bien la casserole qui contenait le gruau !» s'exclama-t-il, et il s'élança de plus belle et se remit à gambader autour de la cheminée. « Voilà la porte par laquelle est entré le fantôme de Jacob Marley. Oh, voilà le coin où était assis l'esprit du Noël présent. Et voilà la fenêtre par laquelle j'ai vu l'esprit errant. Oh, tout est à sa place, tout est vrai, tout est arrivé. Vraiment, pour un homme qui avait perdu la pratique depuis tant d'années, c'était un rire splendide. Un rire tout à fait magnifique, le père d'une longue, longue lignée de rires éclatants. « Oh, je ne sais pas quel jour du mois nous sommes aujourd'hui, » continua Scrooge. « Je ne sais pas combien de temps je suis demeuré avec les esprits. Je ne sais rien, je suis tout à fait comme un bébé. Peu importe, ça m'est égal, je préfère être un bébé. Oh, 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 oh là là, et hop, oh là là, oh, et hop !» Il fut interrompu dans ses transports par les cloches des églises qui s'étaient mises à sonner les carillons les plus vigoureux qu'il eût jamais entendus. Boum, 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 ding, dong, derling, drerling, dong, ding, boum, boum, boum. Oh, superbe, superbe! Il courut à la fenêtre, l'ouvrit et passa la tête dehors. Pas de brouillard ni de brume, un froid clair, éclatant, un de ces froids qui vous égaient et vous ravigotent, un de ces froids qui jouent du pipeau pour faire danser le sang dans vos veines, un soleil d'or, un ciel divin, un air frais et doux, des cloches joyeuses. Oh, superbe, superbe! « Quel jour sommes-nous aujourd'hui ?» cria Scrooge de sa fenêtre à un petit garçon en habit du dimanche, un jeune flâneur qui était peut-être entré dans la cour par curiosité. « Hein ?» répondit le garçon tout ébahi. « Quel jour sommes-nous aujourd'hui, mon bel ami ?» dit Scrooge. « Aujourd'hui ?» répondit le garçon. « Mais enfin, c'est le jour de Noël !»« Le jour de Noël ?» se dit Scrooge. « Je ne l'ai donc pas manqué. Oh, les esprits ont tout accompli en une seule nuit. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, évidemment. Évidemment qu'ils le peuvent, mon bel ami. Oh !»« Voilà !» répondit le garçon. « Connais-tu la boutique du marchand de volailles sur le coin à 2 rues d'ici ?» s'enquit Scrooge. « Je crois bien que oui, répondit le gamin. « Ah, un garçon plein d'intelligence, dit Scrooge. Un garçon remarquable. Sais-tu si l'on a vendu la belle dinde qui était accrochée à la devanture? Pas la petite, hein, la grosse. »« Quoi, celle qui est aussi grosse que moi ?» reprit le garçon. « Oh, quel charmant garçon, dit Scrooge. C'est un plaisir de causer avec lui. Oui, mon bonhomme. »« Elle y est toujours, répondit le garçon. »« Vraiment ?» dit Scrooge. « Eh bien, va l'acheter. »« Farceur, va !» s'exclama le garçon. « Non, dit Scrooge. Je parle sérieusement. Va donc l'acheter et dis-leur de me l'apporter ici pour que je leur dise où il faudra la livrer. Reviens avec le commis et je te donnerai 1 shilling. Reviens avec lui en moins de 5 minutes et je te donnerai une demi-couronne. » L'enfant partit comme une flèche. « Je l'enverrai chez Bob Cratchit, » chuchota Scrooge en se frottant les mains et partant d'un éclat de rire. « Il ne saura pas d'où elle est venue. Elle est 2 fois plus grosse que Petit Tim. Ce sera une bonne plaisanterie de l'envoyer chez Bob. Joe Miller n'en a jamais fait de pareil. » Il écrivit l'adresse d'une main qui n'était pas très ferme, mais il y parvint tout de même, tant bien que mal, avant de descendre ouvrir la porte de la rue pour recevoir le commis du marchand de volailles. Alors qu'il était là à l'attendre, il eut le regard attiré par le marteau de la porte. « Moi, je l'aimerai toute ma vie !» s'écria Scrooge en le caressant de la main.
Et moi, qui ne l'avais presque jamais remarqué, jamais regardé. Quelle expression honnête il a dans le visage. C'est un marteau merveilleux. Oh! Oh! Voilà l'Inde. Oh là, et hop! Comment allez-vous? Joyeux Noël! C'en était une dinde, celle-là. Il n'aurait pas pu tenir sur ses pattes, se voilà-t-il. Il les aurait brisées net en 1 minute, comme des bâtonnets de cire à cacheter. Mais j'y pense. C'est impossible de porter cela jusqu'à Camden Town, dit Scrooge. Il vous faut un fiacre. Le petit rire de Scrooge lorsqu'il prononça ces paroles, son petit rire lorsqu'il paya la dinde, son petit rire lorsqu'il paya le fiacre, et son petit rire lorsqu'il récompensa le garçon, ne furent surpassés que par son petit rire lorsqu'il se rassit, tout essoufflé dans son fauteuil, où il continua de rire jusqu'aux larmes. Il eut de la peine à se raser, car il avait la main encore fort tremblante, et même lorsque l'on ne danse pas en se faisant la barbe, cela requiert de la concentration. Mais il se serait coupé le bout du nez, qu'il aurait mis tout tranquillement un pansement sur l'entaille sans rien perdre de sa bonne humeur. Il revêtit tout ce qu'il avait de mieux et sortit enfin dans la rue. À cette heure, les gens affluaient comme il les avait vus faire en compagnie de l'esprit de Noël présent. Les mains derrière le dos, Scrooge marchait en les observant, tous avec un sourire ravi. Il avait l'air si parfaitement aimable, en un mot, que 3 ou 4 joyeux gaillards lui dirent « Bonjour, monsieur! Joyeux Noël, monsieur !» Plus tard, Scrooge affirma souvent que, de tous les sons agréables qu'il eût entendus dans sa vie, ceux-là avaient été les plus agréables à son oreille. Il n'avait pas fait beaucoup de chemin lorsqu'il vit qu'il se dirigeait de son côté le monsieur corpulent qui était entré la veille dans ce bureau et lui avait demandé « Scrooge et Marley, si je ne m'abuse ?» Scrooge sentit une douleur lui traverser le cœur en songeant à l'opinion que le vieux monsieur aurait de lui au moment où ils se rencontreraient. Mais il savait quel parti prendre et n'hésita pas. « Mon cher monsieur, dit Scrooge, en pressant le pas pour prendre les 2 mains du vieux monsieur. Comment vous portez-vous? J'espère que la quête était bonne hier. C'était vraiment bon de votre part. Joyeux Noël, monsieur. Monsieur Scrooge? Oui, dit Scrooge. C'est mon nom. Et je crains qu'il ne vous soit pas des plus agréables. Permettez-moi que je vous fasse des excuses. Voudriez-vous avoir la bonté? Et Scrooge lui murmura quelques mots à l'oreille. « Est-il Dieu possible ?» s'écria le monsieur, comme suffoqué. « Mon cher monsieur Scrooge, parlez-vous sérieusement ?»« Je vous en prie, dit Scrooge. « Pas 1 liard de moins. Je ne fais que solder l'arriéré, je vous assure. Me feriez-vous cette grâce ?»« Mon cher monsieur, reprit l'autre en lui serrant la main, je ne sais que dire devant tant de munifiés. »« Non, ne dites rien, je vous en prie, interrompit Scrooge. Venez me voir. Acceptez-vous de venir me voir? Mais oui, je viendrai, s'écria le monsieur. Et de toute évidence, il en avait l'intention. Merci, dit Scrooge. Je vous suis très très reconnaissant. Je vous remercie 1000 fois. Dieu vous bénisse. Il alla à l'église, parcourut les rues, regardant les gens qui allaient et venaient en grande hâte, donna aux enfants des petites tapes amicales sur la tête, interrogea des mendiants, plongea le regard dans les cuisines des maisons, le releva vers les fenêtres, et il y constata que tout ce qu'il voyait pouvait lui donner du plaisir. Il ne s'était jamais imaginé qu'une promenade, que rien au monde ne pût lui procurer autant de bonheur. L'après-midi, il dirigea ses pas vers la maison de son neveu. Il passa et repassa devant la porte 10 de fois avant de trouver le courage de monter les marches du perron et de frapper à la porte. Mais enfin, il s'élança et laissa retomber le manteau. « Votre maître est-il chez lui, ma chère enfant ?» dit Scrooge à la servante. Un beau brin de fille, ma foi. « Oui, monsieur. »« Où est-il, ma mignonne ?»« Dans la salle à manger, monsieur, avec madame. Je vais vous faire monter, si vous le voulez bien. »« Merci. Il me connaît, » reprit Scrooge, la main déjà posée sur le bouton de la porte de la salle à manger. « Je vais entrer ici, ma chère enfant. » Il tourna le bouton tout doucement, entrouvrit la porte et passa la tête de côté. Il examinait la table, qui était dressée comme pour un gala, car ces jeunes mariés sont toujours inquiets sur de telles questions et aimaient à s'assurer que tout est comme il faut. « Fred !» dit Scrooge. Dieu du ciel! Comme sa nièce par alliance sursauta, l'espace d'un instant. Scrooge avait oublié
qu'il l'avait vu installer dans le coin un tabouret sous les pieds, sans quoi il ne serait pas entré de la sorte, sûrement pas. « Dieu me pardonne !» s'écria Fred. « Qui est donc là ?»« C'est moi, ton oncle Scrooge. Je viens dîner. Tu veux bien me laisser entrer, Fred ?» Le laisser entrer ? Peu s'en fallut que Fred ne lui demît le bras en lui serrant la main. En 5 minutes, Scrooge se sentit comme chez lui. On ne pouvait souhaiter accueil plus cordial. Sa nièce était toute pareille à son mari, de même que Topper, que la petite sœur Rondelette et que tous les autres lorsqu'ils arrivèrent à leur tour. Quelle réunion merveilleuse, quel jeu merveilleux, quelle unanimité merveilleuse, quel bonheur merveilleux. Mais le lendemain, Scrooge arriva de bonne heure à son bureau. Oh oui, de bonne heure. S'il pouvait seulement y arriver le premier et surprendre Bob Cratchit en flagrant délit de retard, c'était sa plus chère préoccupation. Et il y réussit, oui, il y réussit. L'horloge sonna à 9h, point de Bob. 9h15, point de Bob. Il arriva avec un retard de 18 minutes et demie bien compté. Scrooge était assis, la porte toute grande ouverte pour le voir se glisser dans la citerne. Avant d'ouvrir la porte, Bob avait déjà ôté son chapeau et aussi son cache-nez. En un clin d'œil, il fut installé sur son tabouret et se mit à faire courir sa plume comme pour essayer de rattraper 9h. « Oh là !» grommela Scrooge, imitant de son mieux sa voix habituelle. « Qu'est-ce que cela veut dire d'arriver à une heure pareille ?»« Je suis bien fâché, monsieur, dit Bob. Vous avez raison, je suis en retard. »« En retard ?» répéta Scrooge. « En effet, il me semble que vous l'êtes. Venez un peu par ici, s'il vous plaît. » « Ce n'est qu'une fois l'an, monsieur, fit Bob d'un ton suppliant en émergeant de sa citerne. Cela ne se reproduira plus. Je me suis quelque peu amusé hier, monsieur. »« Alors, laissez-moi vous dire ceci, mon ami, rétorqua Scrooge. Il est hors de question que je tolère ce genre de choses plus longtemps. Par conséquent, poursuivit-il en sautant à bas de son tabouret et en portant à Bob un tel coup dans l'estomac qu'il le fit reculer en trébuchant jusque dans sa citerne. Par conséquent, je vais immédiatement augmenter vos appointements. Bob se mit à trembler et se rapprocha de la règle sur son bureau. Il lui vint un instant l'idée de s'en servir pour assommer Scrooge, puis de le saisir au collet et de demander de l'aide à une camisole de force aux gens qui passaient dans la ruelle. « Un joyeux Noël, Bob !» dit Scrooge avec un air trop sérieux pour qu'on pût s'y méprendre et en lui tapant amicalement sur l'épaule. « Un plus joyeux Noël, Bob, mon brave garçon, que je ne vous en ai offert depuis de longues années. Je vais augmenter vos appointements et m'efforcer de venir en aide à votre famille dans le besoin. Et dès cet après-midi, nous discuterons de vos affaires en buvant le bol traditionnel de punch fumant, Bob. Allumez les 2 feux et allez vite acheter un 2e seau à charbon avant de mettre un autre point sur un « i », Bob Cratchit. » Scrooge tint parole, même mieux encore. Il fit tout ce qu'il avait promis et bien davantage encore. Et pour petit homme qui, non, ne mourra pas, il fut dorénavant un second père. Il devint un aussi bon ami, un aussi bon maître, une aussi bonne personne qu'ont connu la bonne vieille cité, ou toute autre vieille bonne cité, ville ou bourgade de notre bon vieux monde. Il y en eut pour rire du changement qui s'était produit en lui, mais il les laissa rire et ne s'en soucia guère. Il avait la sagesse pour savoir que, sur cette terre, il n'est jamais rien arrivé de bon qui n'ait commencé par faire bien rire certains. Et comme il savait que ces gens-là seraient aveugles de toute façon, mieux valait, pensait-il après tout, avoir des rides autour des yeux à force de rire que d'avoir cette maladie sous une forme moins agréable. Il y riait lui-même jusqu'au fond du cœur. Il n'en demandait pas davantage. Il n'eut plus de commerce avec les esprits et promit même de s'abstenir désormais de tout spiritueux. Et on disait toujours de lui que si quelqu'un sur terre savait vraiment fêter Noël, c'était bien lui. Puisse-t-on dire autant de nous tous, et ainsi, comme disait petit Tim,
Que Dieu bénisse chacun de nous.